Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Et ils sont tous là, autour de la table, déjà présents. L'équipe qui m'accompagne, Albin Texera, Antoine Dizy, Louis Randazzo, Alexandre Saint-Etienne. Bonjour messieurs. Bonjour Anthony. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Antoine. Anthony. Ça vous dérange pas si je vous appelle Albine? Non, Anthony. Albin Texera. Je salue également à la réalisation Julien Delmas. Bonjour. Bonjour messieurs. Et puis Manu qui est au standard, qui vous attend au 0826 300 300. Bonjour Manu. Et puis bonjour à vous, chères auditrices, auditeurs de Sud Radio. Très content de vous retrouver pour ce débat de l'été. On est le mardi, je sais plus quel jour, 25. mais merci beaucoup, mardi 25 août. Vous voyez, bonne humeur, bonne ambiance. Antoine Dizy, nos débatteurs, à partir de 10h30 vont s'affronter sur quoi ? Alors, on commencera par Roland Lescure qui annonce un effort collectif pour redresser les finances publiques. Qui doit le plus se serrer la ceinture selon vous? C'est la question qu'on vous pose sur les réseaux de Sud Radio. Et le second débat, 6 milliards d'euros d'investissement, 22 000 emplois créés. L'Arabie Saoudite annonce conjointement avec Emmanuel Macron la création de 3 parcs à thème en Ile-de-France. Est-ce une bonne nouvelle pour l'économie? Et enfin, une amende pour les parents d'élèves perturbateurs à l'école. Êtes-vous favorable à cette proposition d'Édouard Philippe? Oui, est-ce que vous voulez que l'on sanctionne les parents d'élèves qui mettent le bazar en classe? C'est une proposition d'Édouard Philippe. On en parle avec vous tout à l'heure et puis vous réagissez au 0826 300 300. Albin Texera dans un instant. C'est une femme que l'on entend depuis longtemps sur Sud Radio. C'est la voix, le visage de Sud Radio. Et elle est avec nous dans un instant. Bah oui Anthony, on continue notre semaine où on va présenter la grille de Sud Radio de rentrée à partir de lundi. On recevra Brigitte Lahaye qui anime nos après-midi sur Sud Radio. On la reçoit dans un instant. Et à 10h15, nous allons parler du harcèlement scolaire. Comment repérer les signaux avant la rentrée? Bah oui, la rentrée c'est dans une semaine. Et nous serons avec Dr Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre, pour en parler. Enfin, à midi, Clément Barguin me rejoindra sur le plateau de Sud Radio. On recevra notamment le maire de Paumas pour revenir sur cette tornade qui a fait de sacrés dégâts, avec une pensée très chaleureuse pour les sinistrés. On recevra aussi Arnaud Péricard et puis vous, mesdames et messieurs, à partir de 12h15 pour la radio libre au 0826 300 300. Les débats de l'été, c'est parti. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Brigitte Lahaye, bonjour. Bonjour à tous, ça manque de femmes ça, il me semble, autour de la table. C'est pour ça qu'on vous a invité, Brigitte. Ah oui, mais je crois pas que je vaux autant d'hommes quand même, n'exagérons rien. Écoutez, je suis pas sûr que certaines auditrices et auditeurs pensent la même chose que vous. On vous retrouve déjà tous les jours sur l'antenne de Sud Radio, mais la rentrée est de nouveau avec vous sur l'antenne à partir de 14h. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment particulier sur cette année qui arrive? Est-ce que vous sentez que les auditrices et les auditeurs ont de plus en plus de mal avec la question de l'amour? Oui, en tout cas, ils ont du mal avec la question de l'engagement. Ah ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de narcissisme égotique qui fait que on veut bien aimer, mais faire des sacrifices, le mot est peut-être un peu grand, mais pour vivre à deux, c'est compliqué. Ouais. Brigitte Lahaye, on parle beaucoup d'un changement dans notre société, notamment avec les phénomènes MeToo qui sont démocratisés, qui ont libéré la parole de la femme. C'est un très bon côté. Est-ce que vous constatez dans votre émission que la parole elle est plus libre ces dernières années par rapport aux émissions que vous faisiez il y a 10-20 ans? Alors oui, on parle plus facilement de son intimité aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Les gens se livrent plus facilement sur toutes les questions d'intimité. En même temps, j'ai pas l'impression que les gens sont beaucoup plus à l'aise dans leur sexualité. Donc il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais je suis là, je suis prête à continuer encore une quarantaine d'années. Ouais. Non, mais plus sérieusement, il y a quand même une évolution par rapport à la libération féminine. Elles se sentent plus le droit de réclamer, elles sont plus à l'aise avec leurs désirs. Enfin, il y a quand même des choses qui ont bougé. Après, fondamentalement, je suis pas sûre que les désirs des hommes et les désirs des femmes ont beaucoup bougé.
Ils sont différents et c'est ça qui rend compliqué la relation entre les hommes et les femmes. La banalisation du sexe, la banalisation même des relations interchangeables, c'est ça aussi le problème que vous décriviez il y a quelques instants sur cette particularité aujourd'hui où vous disiez qu'on est de plus en plus dans des relations égotiques? Non, ça je crois que ça vient d'une éducation plus libérale qui fait que les enfants ont le droit, ça je pense pas que ce soit bien, mais ça c'est un autre débat, de choisir s'ils préfèrent une glace au chocolat ou à la vanille à l'âge de 3 ans, donc ça aide pas à la frustration plus tard. Non, je pense que ce que je crois qui est important, c'est de comprendre que c'est pas parce qu'il y a une culture actuelle ou une mode ou des choses qui sont plus vous savez, par exemple, on a beaucoup parlé de transsexualité ou de transgenre il y a 3 ans. Aujourd'hui, on n'en parle pratiquement plus. Et tout ça provoque chez des personnes qui ne se connaissent pas bien et qui sont un peu fragiles, ça provoque des choses qui sont pas forcément ce qu'elles ont besoin vers quoi elles ont besoin d'aller, vous voyez. C'est important de préciser la ligne éditoriale de votre émission, ça reste la même depuis le début, briser les tabous. Est-ce que vous sentez que les auditeurs brisent les tabous en venant se confier à vous? Et aussi, est-ce que vous sentez que, je suppose qu'il y a des auditeurs encore qui hésitent avant d'appeler? Qu'est-ce que vous voulez leur dire pour que cette nouvelle saison, ils osent prendre le téléphone et vous appeler? De toute façon, on ne peut aller mieux que lorsqu'on peut se confier à quelqu'un qui est capable de nous écouter sans nous juger. Et je pense que j'ai fait mes preuves dans ce domaine, donc ça ne peut que leur faire du bien. Après, s'ils n'osent pas, qu'ils le fassent déjà à voix haute tout seuls dans leur pièce, et il y a au moins quelque chose qui sortira. Le plus important, c'est de parler, c'est ça? Oui, on ne peut pas garder pour soi ce qui ne va pas. Ça fait du mal après à la santé, etc., etc. Vous savez, j'ai beaucoup d'auditrices, d'auditeurs qui me disent que je devrais être remboursée par la sécurité sociale. Je crois que les mots du cœur se traduisent par des mots du corps. Parce que de 14h à 16h, vous êtes aussi avec des experts, des psychologues, des thérapeutes de couple. Cette année, ça reste la même ligne. On reste avec les mêmes thérapeutes, les mêmes psychologues en plateau, ou il y aura des nouveautés? Oh, ça bouge, bien sûr. J'en ai des nouveaux qui arrivent, des anciens qui reviennent ou qui s'en vont. Mais vous voyez, vous parliez tout à l'heure de l'harcèlement scolaire. Du coup, comme je sais que c'est un sujet très actuel et très important, mercredi 9, je reçois Stéphane Clerget, qui est pédopsychiatre et qui expliquera tout ça. Bon, j'essaye aussi de rester proche de l'actualité, des sujets qui préoccupent les Français. Le 9 septembre 2026, mesdames et messieurs, vous prenez rendez-vous avec cette vaste question qu'on va aborder d'ailleurs dans un instant. Brigitte, il y a avec toutes ces situations, moi j'ai l'impression, pour l'avoir vécu aussi, qu'on est dans une grande période peut-être de fin de cycle, d'un cycle nouveau, ou en tout cas de beaucoup de ruptures. Je l'observe énormément dans mon entourage, et puis tout le monde me dit que en ce moment il y en a beaucoup. Est-ce que ça aussi c'est des sujets sur lesquels vous accompagnez dans l'émission? Que je sache si je peux appeler. On est quand même à la fin d'une société qui était quand même très normée. Et alors c'est drôle parce que dans ces cas-là, on a toujours les extrêmes qui se manifestent, c'est-à-dire à la fois ceux qui veulent revenir au puritanisme ou au conservatisme très familial, et puis de l'autre côté, on a tous les mouvements wokistes. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, parce que moi je les écoute tellement depuis 25 ans, les Français, c'est que ça ne fait que 10% d'un côté et 10% de l'autre maximum. En revanche, il y a 80% des gens qui ont toujours envie de la même chose, de stabilité amoureuse, de se sentir en sécurité dans une relation, et puis d'avoir une intimité la moins mauvaise, quoi. Comment on explique cette dichotomie entre le fait qu'on veuille du mariage, on veuille des enfants, mais on ne veut pas s'engager? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une sorte de refus de se frustrer, parce que le couple, moi j'ai vécu 22 ans en couple, je sais ce que c'est quand même de faire des concessions. Et faire des concessions, ça demande d'accepter de la frustration, de la déception,
Et en même temps, moi je le dis toujours, le couple c'est comme la démocratie, c'est le moins pire des systèmes. Ça veut dire qu'on doit accepter de renoncer, finalement, choisir c'est renoncer. Un petit peu, oui, quand même. La liberté absolue, elle n'existe pas. Donc on doit accepter de s'effacer au profit d'un bien-être avec l'autre. Non, mais en tout cas en partie, pas totalement. Non, il faut accepter de pouvoir communiquer et que sa vérité n'est pas la vérité absolue et qu'il faut écouter la vérité de l'autre et trouver le compromis. Et on parle aussi de nombreux sujets. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont un peu plus touchy, un peu plus difficiles à évoquer à l'antenne? Vous le voyez avec vos auditeurs ou finalement vous dites, bon, un sujet reste un sujet et on peut parler de tout? On peut parler de tout ce qui est autorisé par la loi. Et à partir du moment où on parle de tout, c'est la manière dont on en parle qui est essentielle. Pour ne pas choquer ceux qui seraient pas, pour qui ce seraient des pratiques. Mais vous savez, même aujourd'hui encore, l'homosexualité, elle peut choquer. Donc, vous voyez, c'est très compliqué de dire qu'est-ce qui est tabou, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a encore beaucoup de choses qu'on a besoin de régler dans notre société. Vous allez aussi exister, votre émission va continuer d'exister en podcast avec des rendez-vous complètement exclusifs. Oui, alors ça c'est tout à fait différent parce que là, en revanche, j'aborde des sexualités plus marginales, on va dire. Et ce qui m'intéresse dans cette confidence que m'offre un auditeur ou une auditrice, c'est d'aller chercher quelle est la souffrance, quelle est la blessure d'enfance qui provoque cette sexualité-là. Parce que le travail que je fais depuis 25 ans m'a montré à quel point la sexualité était aussi thérapeutique. Et derrière une sexualité, j'ai utilisé exprès ce mot-là, mais une sexualité déviante, il y a souvent une souffrance qu'on règle. On vous retrouve dès cet après-midi à 14h sur l'antenne de Sud Radio, mais en replay. On me retrouve. Ah oui, pardon. Et puis non, rassurez-vous, Brigitte. Et puis on vous retrouve dès la semaine prochaine, je crois. Dès lundi sur l'antenne de Sud Radio. Je suis là. Prenez bien soin de vous, Brigitte. Je suis très content de vous retrouver dans les couloirs de la rédaction et puis surtout avec vos petits toutous qui sont trop mignons. Merci, c'est gentil. Merci Brigitte, je vous embrasse et à lundi. Et puis vous écoutez évidemment Brigitte sur l'antenne de Sud Radio dès 14h tout à l'heure malgré tout. Albin Texera dans un instant. Dans un instant, nous allons évoquer cette rentrée scolaire. Et oui, elle approche à grands pas. Vous préparez sûrement les fournitures scolaires, mais derrière tout cela, il y a un sujet qui revient chaque année, le harcèlement scolaire, qui est un problème. On va vous aider à repérer les signaux avant la rentrée pour savoir si votre enfant est harcelé ou pas. Nous serons avec Dr Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Avec Albin Texera qui est avec moi sur le plateau de Sud Radio. Dans un instant, on recevra Marie-Claude Bossière qui est pédopsychiatre. On va parler de harcèlement. Avant cela, je veux vous remercier de votre fidélité, mesdames et messieurs, de vos appels au 0826 300 300. Également, Albin, je vais vous le dire, d'un message très gentil qu'on a reçu hier sur jeparticipe@sudradio.fr de la part d'un auditeur qui s'appelle Alain. Je veux vous remercier infiniment puisque votre message m'a rempli de joie, de bonheur et m'a mis les larmes aux yeux. Sachez que toute l'équipe de Sud Radio est engagée pour tous les jours vous apporter le meilleur contenu avec la plus grande des sincérités et on vous donne absolument tout. Donc quand vous nous écrivez, sachez que 1, on vous lit et 2, que ça nous touche. Albin Texera, dans un instant, Marie-Claude Bossière. Exactement, nous sommes avec le docteur Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin sur Sud Radio. Nous allons évoquer le harcèlement scolaire. Chaque rentrée ravive la même inquiétude chez de nombreux parents. Et si mon enfant était harcelé ou harcelé lui-même sans que je le sache, le phénomène touche chaque année entre 800 000 à 1 million d'enfants et d'adolescents en France avec des conséquences psychologiques qui peuvent marquer durablement. Donc, à moins d'une semaine de la rentrée, nous avons tenu à faire un petit point sur ce sujet avec vous. Déjà, première question. Est-ce qu'il y a des signes concrets qui peuvent nous alerter si notre enfant est victime de harcèlement scolaire ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors les signes sont physiques, les signes sont psychologiques et puis comportementaux. Enfin, c'est-à-dire que par exemple, un enfant qui se met à avoir mal au ventre, mal à la tête, qui n'arrive plus à dormir, il y a des symptômes, quels qu'ils soient. C'est vrai que chez l'enfant, rien n'est jamais vraiment spécifique, mais un changement de comportement doit toujours alerter. Sur le plan psychologique, c'est l'anxiété, le repli, le fait qu'un enfant reste dans sa chambre, ne veut plus voir ses amis. Enfin bon, il y a des choses comme ça qui peuvent alerter. Il me semble que le plus important, c'est de parler du harcèlement avec ses enfants, puisqu'on sait qu'effectivement en 2025, 35% des enfants ont vécu des situations de harcèlement. Donc c'est monnaie courante. Il faut absolument dire ce que c'est, et puis demander à l'enfant de dire et de parler à ses parents dès qu'il y a un doute. C'est énorme, 35% vous nous donnez. Donc j'avais donné le chiffre, 800 000 à 1 million d'élèves chaque année qui sont concernés. Ça peut être, j'allais dire, du petit harcèlement, mais le harcèlement commence à partir de quoi concrètement? À partir de quand on parle de harcèlement? À partir du moment où l'enfant ne veut plus aller à l'école, il se sent peut-être moqué et à partir de quel âge aussi? À partir de quand, de quel âge on parle de harcèlement? Le harcèlement, ça peut venir très très tôt, dès l'école maternelle. Il peut y avoir un enfant qui est mis sur la touche, dont on se moque à cause d'une différence. C'est la question de la différence. Comment est-ce qu'on vit avec les différences et comment est-ce que les adultes font la place aux différences entre les enfants et les valorisent? Mais pourtant, sans moquer. Mais pourtant, moi je suis papa d'une petite fille aujourd'hui, elle a 7 ans. J'observais des comportements un peu déviants justement lorsqu'elle était en maternelle. Et là on me disait non mais vous vous rendez compte, à son âge, elle avait 5 ans, à son âge, non on peut pas parler de harcèlement. Ok, je veux bien que à son âge on veuille pas parler de harcèlement et peut-être de comportements marginaux qu'il faut corriger. Mais si mon enfant est en mal-être, ça devient un harcèlement. Oui, bien sûr. C'est ça, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Surtout si la situation se répète et si l'enfant exprime un malaise, c'est qu'il y a un problème. Donc le problème doit être réglé par les adultes qui sont là pour ça. Mais la notion de harcèlement entend quelque chose d'intentionnel, qui est une intention de la part de l'enfant derrière. C'est peut-être ça, là où on cherche à nuancer davantage? Oui, il y a une intention, mais l'intention, elle n'est pas, au départ, en tous les cas, elle n'est pas forcément de faire du mal, mais elle est de faire groupe avec un certain nombre d'autres élèves qui vont avoir le même comportement. Donc il y a cet emballement aussi groupal, qui est quelque chose de très classique et que les adultes doivent être en état de traiter. Et puis après, il y a quand même quelque chose d'intentionnel. C'est difficile parce qu'on vit dans un monde qui est marqué par la violence. La violence, elle est partout, elle est à la télé, elle est à la radio, elle est sur les réseaux sociaux, bien sûr, alors que normalement, les enfants petits ne devraient pas être sur les réseaux sociaux parce que c'est dangereux pour eux. L'actualité fait aussi beaucoup écho. Ces dernières semaines, notamment l'interdiction au moins de 15 ans a été retoquée, l'interdiction des réseaux sociaux. Les téléphones ne sont plus acceptés à partir de la rentrée de la maternelle jusqu'au baccalauréat. Ça, c'est une bonne chose. Mais le cyberharcèlement peut aussi continuer à la maison. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles le harcèlement peut-être augmente d'année en année? Est-ce que on ressent qu'il y a plus d'harcèlement actuellement qu'il y a 15-20 ans quand il n'y avait pas les réseaux sociaux? Ah oui, ça c'est une certitude. C'est une certitude et ce qui est étonnant, c'est que ça continue d'augmenter. C'est-à-dire que, je vous ai cité le chiffre de 2025 à 35%, 2024 c'était 24%. Donc comment est-ce qu'on explique justement cette augmentation alors que normalement dans les collèges, c'est ça. Ouais. Cette question, normalement, dans les collèges, elle est traitée. Il y a le rappel de la loi. Je crois que c'est très important de rappeler aux élèves et aux parents que le harcèlement, c'est un délit, c'est punissable par la loi avec des amendes qui peuvent être très importantes et des peines, qui sont non négligeables. Donc ça, c'est très important de rappeler la loi. En 2022-2023, 10% des lycéens se disaient être victimes de cyberharcèlement.
Oui, alors c'est la question des réseaux sociaux. C'est pour ça que de protéger les plus jeunes, moi ça me semblerait totalement légitime et nécessaire, absolument nécessaire. Même si je suis d'accord qu'il faut régler des questions juridiques sur le partage des données, sur la reconnaissance, comment est-ce que ça se fait, etc. Pour ça, c'est pas au point. Donc effectivement, cette loi, elle pouvait pas passer. Mais en tous les cas, oui, de protéger les enfants. Et ça, je pense qu'il faut que tous les parents, tous les adultes le sachent, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose de gentillet. Ça peut être très gentil parce que ça peut vous apprendre des tas de choses, mais ça peut être aussi le démarrage. Par exemple, les groupes WhatsApp, les groupes de classe sont le premier lieu de harcèlement entre les élèves. Ouais. Donc justement, vous parlez de WhatsApp. Moi, pour pas raconter ma vie, mais ma fille, un jour, rentre de l'école et me dit, papa, est-ce que moi aussi, je pourrais avoir une tablette et puis discuter avec ma copine sur WhatsApp? Je lui dis, alors là, sûrement pas. Tu pourras éventuellement l'appeler avec le téléphone de papa ou de maman, mais avoir ta tablette et avoir ton WhatsApp, t'as 7 ans et on est formellement, c'est formellement non. Là aussi, on a un rôle, je pense, les parents, à jouer sur le fait que, faut pas qu'on mette ces outils-là trop tôt entre les mains de nos enfants et qu'on ait une grande part d'éducation sur les risques associés et inhérents. Absolument, absolument, vous avez totalement raison. Je vous félicite d'ailleurs d'avoir réussi à résister parce qu'effectivement, il y a des enfants très petits. Il y avait l'étude d'Amnesty International là en Angleterre. Il y avait 17% des enfants de 3 ans qui avaient un compte TikTok. Vous voyez, donc en fait, ça c'est quand même. Oui, je vous assure, le rapport d'Amnesty International très intéressant. Alors nous, on a lutté aussi sur les écrans avant 4 ans. Une orthophoniste nous avait dit non mais les écrans avant 4 ans c'est no way. Enfin, c'est jamais, quoi. Ah oui, c'est absolument interdit, ça n'apporte rien et c'est extrêmement toxique. Ça calme Moi, l'enfant. j'ai vu plein d'enfants. Non, ça calme pas l'enfant, ça calme les parents. Voilà, les parents, des fois, ils sont désespérés, ils les mettent devant un écran et l'enfant s'arrête de pleurer. Ça, il y a aussi la solution de facilité. Oui, alors c'est une solution de facilité. Moi, je suis assez inquiète par rapport à ça. C'est-à-dire, vous voyez, c'est cette société qui veut pas d'enfants, qui veut pas de cris, qui veut que tout soit lisse, que tout le monde soit pareil. Bon, les enfants, forcément, ça bouge, ça va vous demander des choses. C'est votre responsabilité d'adulte. Et en fait, quand on dit qu'on veut quand on veut faire taire les enfants, c'est quoi? On veut qu'ils soient morts alors. Vous voyez, moi, il me semble que dans cette société, il y a quelque chose d'assez meurtrier par rapport aux enfants. Mais c'est vrai que les enfants, ils sont différents, ils bougent, ils nous embêtent. Bah oui, mais c'est leur boulot. La question de l'éducation à l'enfant, ça passe vraiment à ces moments-là, dans la jeunesse, et c'est dans ces jeunes âges où on induit des mécanismes et des comportements qui vont les armer pour la suite, notamment sur cette question des écrans. Pour moi, elle me semble indispensable. C'est pour ça que je voulais qu'on appuie vraiment sur ce point-là. On aide un enfant, si on ne l'expose pas aux écrans, à mieux analyser les situations de harcèlement dont il pourrait être victime, j'imagine. Ah bah oui, c'est fondamental, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que c'est dans les premières années que se construisent les bases de la personnalité, la façon dont on va investir le monde, la façon dont on va investir les relations, le travail, le plaisir, les activités artistiques, etc. Tout ça, ça n'est pas possible avec en présence d'un smartphone. Ni le smartphone des parents d'ailleurs, parce que c'est quand même aussi un gros problème, ni le smartphone des enfants. Bon, il y a des groupes de parents qui militent pour ne pas donner de smartphone avant 15 ans. Moi, je pense que c'est tout à fait légitime. Oui, et en tous les cas, un téléphone limité comme ce qu'on pouvait avoir à l'époque des 3310 et autres références. Juste pour pouvoir appeler en sortant du collège éventuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Claude Bossière. Je rappelle, vous êtes pédopsychiatre. Merci d'avoir pris le temps de parler sur Antenne de Sud Radio. Cet entretien est à retrouver en podcast sur toutes les plateformes et puis également sur Je veux juste répéter, Anthony, un numéro unique, le 3018, qui permet de signaler gratuitement et anonymement une situation de harcèlement. C'est 7 jours sur 7, de 9h à 23h, et c'est important de le rappeler, 3018, si votre enfant ou si vous-même vous êtes victime de harcèlement scolaire. Merci beaucoup, vous avez raison de le rappeler, Albin, c'est très important. Albin, vous ne nous quittez pas tout de suite, parce qu'avec vous, on va essayer en fil rouge de suivre ce qui se passe à Pomas, là où cette commune sinistrée par une tornade soudaine, un village dans l'Aude. On va dans un instant accueillir nos débatteurs en plateau avec cette question que l'on se pose, que l'on vous pose aussi, mesdames et messieurs, 0826 300 300. Qui va payer la note? Les entreprises, les particuliers ou les agents d'État?
face à la demande de Roland Lescure d'un effort collectif. Ça vous fait déjà réagir sur les réseaux sociaux, c'est dire à quel point ça vous intrigue. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Ah là là, mesdames et messieurs, je vous raconte pas ce qui se passe en plateau. Albin Texera qui revient pour nous faire un point sur la situation à Paumas. Et alors, ça se dispute les places autour de la table. Curieusement, je vous ai pas vu vous mettre à côté de ces messieurs. Hein. Mais vous non, mais si. J'étais placé juste ici et je me suis fait reléguer sur une petite chaise. À côté d'Emmanuel Brisson. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Présidente de Vivement Demain qui est autour de la table. Bonjour Emmanuel. Mais merci de revenir. Parce qu'il n'y avait pas de micro. Voilà. Avec à votre gauche Emmanuel Brisson, Magali Vicente. Bonjour Anthony. Bonjour, vous êtes vous communicante politique et puis alors à ma gauche là c'est un peu plus sérieux messieurs. On a donc Thomas Alex Sauzer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général des centristes, si je dis pas de bêtises, et conseiller départemental de l'Eure. Et puis on a Louis Laridon qui a retrouvé le chemin du studio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national des jeunes socialistes. Alors là, je vois que ça frétille dans les yeux d'Emmanuel Brisson. Et puis, je crois que c'est tout. Adjoint au maire de Cergy. Ah oui, adjoint au maire de Cergy, c'est vrai. Excusez-moi. Non, pardon. On va en parler tout à l'heure, Il n'est pas qu'aveugle, hein, l'animateur. Avec cette question qu'on va aborder dans un instant. Roland Lescure qui veut un effort collectif pour faire des économies sur le budget. Qui va payer la note, mesdames et messieurs ? Qui ? Les entreprises, vous particuliers, moi aussi, ou les agences d'État? C'est la question qu'on se pose, c'est la question qu'on vous pose au 0826 300 300, c'est aussi la question qu'on se pose sur les réseaux sociaux. Ça réagit déjà beaucoup, mais avant ça, on va dans l'Aude avec vous, Albin Texera, si vous voulez bien vous séparer un peu d'Emmanuel Brisson et venir nous emmener en Aude, dans l'Aude, dans le village de Paumas. Exactement, bilan actualisé, nous avons eu une conférence de presse ce matin, tenue il y a une vingtaine de minutes. La sous-préfète de Limoux, Marie-Hélène Buissac, a fait état de 39 blessés, dont 2 personnes en urgence absolue. Elle a aussi annoncé que l'ensemble des habitants de la commune ont été évacués. Environ 300 habitations ont été endommagées en tout par ce phénomène d'une rare violence qui s'est abattue sur le village en à peine 10 minutes. Ouais, hier, 10 minutes, vers 17h20, on recense des toitures arrachées, plusieurs bâtiments rasés, plus d'une centaine de sapeurs-pompiers dont une unité spécialisée de recherche et de sauvetage sont mobilisés, ainsi qu'une quinzaine de gendarmes restent sur place. Des centres d'hébergement ont été ouverts à Paumas et à Limoux pour accueillir les sinistrés. Albin Texera, si vous voulez bien, demain matin, je veux qu'on essaye d'avoir un expert en météo qui nous raconte exactement d'où vient ce phénomène ultra soudain, ultra violent. Et est-ce que notre population pourrait être assujettie à en connaître d'autant plus? Peut-on avoir peur de tornades dans les... Mesdames et messieurs, vous voyez, on prépare l'émission avec vous en direct. C'est ça aussi la beauté du direct sur Sud Radio. Merci Albin Texera. À tout de suite. Vous pouvez laisser Emmanuel Brisson maintenant, toute seule. Alors, Roland Lescure, qui du coup veut un effort collectif national pour faire des économies sur le budget de la France. Qui va payer la note? Qui va devoir faire des efforts? Est-ce que ce sont les entreprises, je le disais, les particuliers là aussi, ou les agences d'État? Qui a envie de réagir? Je peux commencer, c'est ma reprise sortie des vacances. Allez-y. Merci à toute l'équipe de Sud de nous accueillir. Je pense qu'il y a un sujet qui est mis sous la table depuis trop longtemps, c'est le sujet des retraites. Parce qu'aujourd'hui, les Français ne se rendent pas compte que près de 150 milliards de prélèvements obligatoires sont uniquement faits pour équilibrer le régime. Et que si on venait à soulager ces prélèvements, on pourrait rendre du pouvoir d'achat aux Français, on pourrait limiter notre déficit et notre dette abyssale. Et je suis, à titre personnel, assez favorable à tout mettre sur la table, le sujet de la désindexation, le sujet de l'âge légal de départ à la retraite, parce qu'aujourd'hui, sur un système qui coûte plus de 400 milliards, comme je le disais, il y en a 150 qui ne sont pas financés. Et c'est un véritable sujet parce que c'est un fardeau absolu que l'on donne pas seulement sur nos enfants, pas sur mes enfants de 6 et 4 ans, mais sur nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Mais Thomas Alex Sauzer, on va pas reprendre encore cette question une énième fois de la retraite. On voit qu'à chaque fois qu'on l'aborde, ça finit en 49.3, ça finit en manifestation dans la rue. On règle jamais le problème. Moi, je suis pas à l'aise. Les gens n'ont pas envie de régler ce problème, j'ai l'impression. Oui, mais ça veut dire qu'on accepte que tous les ans, l'État
prennent 200 milliards d'endettement pour pouvoir financer ce système. Et qu'aujourd'hui, on a bien évidemment que la dette est liée à l'action et au choix du président Macron, mais plus de la moitié de cette dette des 10 dernières années, c'est de la pure retraite. Et ça, c'est un débat que l'on ne veut pas avoir parce qu'on ne veut pas dire la vérité aux Français sur le coût aujourd'hui du système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui. Mais on leur dit la vérité. J'ai l'impression que c'est un débat qui est récurrent. À chaque fois, on met les chiffres sur ne savent pas aujourd'hui que la CSG et la CTA qui pèsent sur leur fiche de paye et sur leur facture d'électricité, ça paye les retraites. Je vous le dis aujourd'hui, c'est factuel. 65% aujourd'hui du système est financé, 35% du système n'est pas financier. Ça veut dire 150 milliards annuels. Emmanuel Brisson. Écoutez, ça fait 10 ans qu'Emmanuel Macron et que ses petits copains sont au pouvoir. Ça fait 10 ans qu'ils tiennent le carnet de chèques. Et maintenant, ils vont expliquer aux Français qu'ils ont trop dépensé. Je suis désolée, mais moi, quand j'entends effort collectif, en fait, on comprend très bien la traduction. Ça veut dire, les Français, vous devez encore payer. Eh ben non. Moi, je suis désolée, mais c'est pas aux Français de payer 1 euro supplémentaire. C'est pas aux gens qui travaillent. C'est pas aux gens qui entreprennent. C'est pas aux gens qui épargnent. Parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. C'est à l'État justement de se remettre en question et c'est à l'État de faire des efforts. C'est-à-dire que dans ce pays... Je suis d'accord avec ça aussi. Non mais dans ce pays, il y a trop de bureaucratie en fait. Il y a des agences qui servent absolument à rien. Il y a des doublons administratifs où on remet les petits copains de Monsieur Macron et au bout d'un moment, l'État, il est devenu complètement obèse et c'est pas à la mère de famille qui à chaque fois se serre la ceinture pour faire ses courses, pour payer son essence, pour payer son logement, qui doit faire des efforts. C'est à l'État de se réformer. Louis Laridon. Vous savez, moi ce que j'entends, c'est effectivement, ça fait 10 ans qu'Emmanuel Macron au pouvoir et on voit bien les résultats de sa politique aujourd'hui. C'est 15,4% des Français qui sont en situation de pauvreté. C'est 1,3 million de plus qu'il y a 7 ans. Et encore une fois, on va vouloir faire payer la facture aux Français, des classes moyennes et populaires. Nous les socialistes, nous la gauche, nous proposons un autre chemin lors de cette élection présidentielle. Celui qui consiste à faire des états généraux de la justice fiscale et à faire porter l'effort à la fois sur le capital et à la fois sur les très hauts patrimoines. Il faut quand même se rappeler un chiffre. Les 500 plus grandes fortunes françaises ont vu leur fortune augmenter par 10 en l'espace de 20 ans. Ça dépasse désormais les 1200 milliards d'euros. L'argent est là. Aujourd'hui, il nous faut une imposition sur les grandes successions. Il nous faut une taxe Zuckman à 2% sur les patrimoines au-dessus de 100 millions d'euros. Et ce n'est pas aux Français des classes populaires et moyennes de porter l'effort de la gestion de la droite. Va économiser 15 milliards d'ailleurs sur les méga successions. Alors je sais pas ce que c'est qu'une méga succession. Je sais pas à partir de combien on peut considérer que c'est une méga succession. Mais en tout cas, 15 milliards, c'est l'économie qu'il pense faire avec ça. Même sur cette promesse de méga succession, c'est une fausse promesse parce qu'en réalité aujourd'hui, on se rend compte que la fortune des grandes familles françaises, c'est une fortune professionnelle qui est intégrée dans des holdings et qui aujourd'hui... les holdings sont des sociétés qui détiennent d'autres sociétés. Les gens ne sont pas... Il n'y a pas un patrimoine de 500 millions d'euros sur un cash sur un compte en banque qui se transmet comme ça. C'est pas vrai. Oui, c'est important ce rappel que vous faites, Thomas Alexander. C'est-à-dire qu'on a tendance à parler de millionnaires, de multimilliardaires, etc., mais qui ont autant d'argent sur leur compte. Ce sont des valorisations. Oui, ce sont des valorisations professionnelles. Vous êtes propriétaire de votre maison qui vaut 150 000 euros ou 600 000 euros ou 1 million. On dit que voilà, vous détenez ça, mais ça ne veut pas dire que c'est l'argent et la liquidité dont vous disposez sur votre compte bancaire. Quand Elon Musk est trillionnaire, le premier trillionnaire de l'histoire de l'humanité, quand il a besoin de débloquer 40 milliards d'euros pour acheter un réseau social, non mais vous en avez pas marre de vouloir toujours taxer les riches au bout d'un moment. Non, je n'en ai pas marre de taxer les riches parce qu'aujourd'hui leur taux d'imposition a baissé. Non mais je suis désolée, la gauche c'est un mouvement de gens qui détestent ceux qui travaillent et ceux qui réussissent. C'est tout. Voilà, c'est votre définition. À chaque fois qu'il y a un problème, vous avez toujours un bouc émissaire. C'est les riches, c'est les héritiers, c'est les propriétaires, c'est les gens qui font de l'argent. Donc au bout d'un moment, ça suffit quoi. Vous savez que si vous gagnez 10 000 euros par jour. Écoutons à notre avis peut-être. Attendez, Magali Vicente, si vous me permettez. Merci Thomas. Magali Vicente. Pardon, mais en fait, on peut refaire ce débat éternellement. On l'a déjà fait l'an passé. On voit bien qu'en un an, rien n'a changé. On va refaire ce débat et au final, il va se passer exactement la même chose. C'est qu'on sait très bien, et les socialistes l'ont déjà annoncé ce matin, qu'en fonction en fait des propositions que le gouvernement voudrait bien retenir ou pas de ce qu'ils auront fait, le budget sera censuré ou pas. Donc en fait, on peut débattre pendant 10 heures du fond. C'est pas le sujet. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, et là où je suis vraiment très en colère, c'est encore une fois sur les éléments de langage qui ont été utilisés par le ministre. Et je me demande si à un moment donné, il y a du recul qui est pris
compris, parce que je veux dire ne pas comprendre l'importance de ces mots efforts collectifs, ce qu'ils vont en fait avoir comme impact dans la société. Et c'est ça qui fait pourquoi vous avez autant de réactions, parce que tout le monde est frustré. Pourquoi ? Parce que la dimension de collectif, c'est facile en communication politique. Ça noie le poisson. Ça veut dire qu'on est incapable immédiatement de dire sur qui l'effort va porter, comment, pourquoi, combien. Donc ça, c'est facile. Du coup, forcément, ça crée vachement plus de frustration sur l'individu. Deuxièmement, c'est cette notion d'effort. C'est insupportable d'avoir ce côté moralisateur, parce que c'est ça la dimension d'effort. C'est ce côté moralisateur de la part de l'État, de la puissance en fait gouvernementale, ce qui sous-entendrait en fait que aujourd'hui les Français n'ont pas conscience en fait de l'effort qu'ils doivent produire. Alors que c'est faux. Mais le problème, il est où ? Il est dans la justice. S'il n'y a pas de clarté, s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de message qui est entendu, et donc on peut tourner en rond en fait sur les éléments de fond. On n'arrivera jamais à trouver un accord. On a Jérôme qui m'écrit et qui nous dit il faudrait d'abord que l'exemplarité soit montrée au niveau des parlements, parce qu'il y en a marre de systématiquement taper sur les mêmes. Si vous aussi vous voulez réagir, vous nous appelez au 0826 300 300, ça vous fait forcément réagir. Écrivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, on vous lit. Louis Laridon. Moi je crois qu'il faut aussi redire quelque chose à nos auditeurs, parce qu'il y a un mensonge qui s'est installé notamment par la droite libérale ces dernières années, c'est d'expliquer au patron d'une PME, à l'artisan boulanger, à celui qui embauche des salariés, qu'il est dans la même catégorie sociale qu'Elon Musk, que les grandes puissances françaises. Non, si vous gagnez 10 000 euros par jour depuis le début de l'histoire de l'humanité, vous n'avez même pas atteint la moitié de la fortune d'Elon Musk. Il faut arrêter d'imaginer qu'on est dans la même catégorie sociale que les grandes fortunes françaises. Le patrimoine, il faut le taxer. C'est la seule manière, et c'est le choix politique qu'on propose aux Français. Vous voulez quoi, que tous les riches quittent la France ? C'est ça votre stratégie ? Vous voulez quoi, qu'on devienne un pays pauvre ? Vous croyez pas qu'on a assez de tiers-monde sur Elon Musk, c'est une fortune professionnelle qui est établie sur la valorisation de SpaceX notamment et la valorisation de Tesla. C'est à nouveau des fortunes professionnelles qui sont jugées, mais qui sont pas quantitatifs. Je suis d'accord avec ce qu'a pu dire ma collègue Emmanuel, on se connaît bien, sur le fait que l'État ne montre pas l'exemple et ne l'a jamais montré ces 10 dernières années, et ça c'est un énorme caillou dans la chaussure du bilan du président sortant, puisque les dépenses et les recettes des collectivités n'ont fait que baisser, et l'État n'a pas cessé d'augmenter la structure, de démultiplier les agences, les structures, les agences d'État aussi au niveau local. On continue ce débat dans un instant sur Sud Radio avec mes débatteurs qui sont déjà bien réveillés, Thomas Elexhauser, Louis Laridon, Emmanuel Brisson, Magali Vicente. Cette question qu'on se pose, qui va payer la note ? Roland Lescure veut un effort collectif. Les entreprises, les particuliers, les agences d'État, on voit déjà que ça divise autour de cette table. Appelez-nous au 0826 300 300. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Un effort collectif. Qui va payer la note, mesdames et messieurs ? Est-ce que ce sont les particuliers, les entreprises, les agences d'État ? C'est la question qu'on se pose dans ces débats de l'été au 0826 300 300. Et puis vous nous écrivez évidemment sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Vous êtes déjà pas mal à réagir. On fera un point tout à l'heure avec Alexandre Saint-Etienne. Autour de la table, Emmanuel Brisson, Magali Vicente, Thomas Elexhauser et puis Louis Laridon. C'était bien animé juste avant que l'on s'interrompt. Louis Laridon, qui va payer la note ? Parce que voilà, on parle des économies, où est-ce qu'il faut les faire, mais qui va les payer ? À la fin, si on suit les prérogatives, et les préconisations que font les gouvernements d'Emmanuel Macron depuis le début, ce sera les Français, et notamment ceux des classes moyennes et populaires. Parce que pourquoi ? À la fin, on va baisser la dotation aux collectivités, donc moins de services publics. Moins de services publics, c'est moins de qualité de vie pour les Français. On va travailler sur leurs impositions à eux, et on va jamais s'attaquer aux vrais problèmes structurels, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met de la justice fiscale et de la justice sociale dans le budget de ce pays. Pardon, vous parlez de moins de qualité de vie avec les services publics. Aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment que c'est pas vraiment le terme que l'on puisse attribuer au service public. C'est la grande doctrine libérale. D'abord, on détruit la qualité du service, et puis après, on privatise. C'est plus simple comme ça coûte moins d'argent. Sauf qu'à la fin, vous dites c'est les Français qui payent la facture. Vous dites que c'est volontaire. C'est-à-dire que depuis Nicolas Sarkozy, voire même Jacques Chirac, on a détruit le service public. Et la droite, c'est toujours comme ça. C'est des grands discours sur la bonne gestion. D'ailleurs, on voit bien Emmanuel Macron était un très bon gestionnaire, lui et sa droite au pouvoir. Et comme Nicolas Sarkozy, c'est la sécurité d'abord. Mais en fait, on supprime des postes. Pourquoi la police dysfonctionne ?
fonctionne, c'est depuis Nicolas Sarkozy, la suppression de la police de proximité et la suppression de postes de fonctionnaires de police. Quand on réfléchit, qu'on regarde, à chaque fois que la droite a été au pouvoir, ça a été moins d'argent investi, parce que c'est vrai que moins la police de services fonctionnait publics. mieux sous François Hollande. Sous François Hollande, ça a été 9000 postes de fonctionnaires de police créés. La construction des prisons en grande quantité, ce qui ne nous a pas aidé à limiter la criminalité dans ce pays. C'est ce qui est totalement vrai d'ailleurs. Tous les projets de prison voulus par Nicolas Sarkozy ont été arrêtés par François Hollande et aujourd'hui on a un taux d'incarcération et d'occupation qui dépasse les 150% dans nos prisons françaises. 200% dans certaines prisons. Et 200% dans certaines cas extrêmes. Ça c'est un véritable sujet de sécurité et qui va être un sujet prioritaire. Emmanuel Brisson. C'est absolument ridicule et extrêmement caricatural. C'est pas quand la droite est au pouvoir qu'on a énormément de délinquance, bien au contraire. Honnêtement, le vrai danger actuellement en France, c'est la France insoumise, c'est la gauche. Et d'ailleurs, vous en faites absolument partie parce que vous êtes leurs alliés. Voilà. Et excusez-moi, mais le candidat que vous défendez, Raphaël Glucksmann, dans quelques semaines, vous allez vous ranger derrière Jean-Luc Mélenchon comme d'habitude, parce qu'il va vous dire quoi ? Il va vous dire que si vous le soutenez pas, eh bien vous aurez pas de poste. Et c'est tout ce que vous attendez. Voilà la gauche. La gauche, à chaque fois, elle se rallie derrière Jean-Luc Mélenchon. Votre conviction qui n'est absolument pas une réalité électorale. Le Parti Socialiste est la première force de gauche aujourd'hui, à la fois au Parlement et à la fois dans les territoires. Et elle continuera de défendre ses valeurs. Nous avons un projet, une primaire, et nous aurons un ou une candidate à l'issue de cette primaire. Qui fera 3%. Permettez-moi de le dire. Raphaël Glucksmann, il a mis sa femme au chômage pour faire 3%. Et qui fera le score qu'il va faire. Vous savez, les petites phrases polémiques comme ça, je crois pas que ce soit ça les Français veulent dans leur débat de fond. Parce que pendant qu'on parle de ça et pendant que vous faites des blagues sur Raphaël Glucksmann, on parle pas du fait que votre projet, c'est moins de services publics et c'est à la fin les Français qui paieront la facture d'une qualité de vie moindre, qui devront payer plus cher l'hôpital public, évidemment qu'il faut réformer le service public, c'est une évidence, il y a des doublons de plus partout. cher l'accès à l'égalité des droits. Nous, notre conviction socialiste, c'est qu'on peut faire mieux, on peut faire un autre budget, et ça en rognant effectivement et en faisant des économies, notamment sur les aides publiques aux grandes entreprises qui aujourd'hui n'ont pas d'effet bénéfique sur l'État, en supprimant des doublons État collectivité qui peuvent être optimisés et en travaillant sur les exonérations. Les exonérations pour les hauts patrimoines. Je ne crois pas avoir entendu dans la bouche d'un candidat de la droite ou du centre de vouloir privatiser l'hôpital public, si je me trompe, ou d'arrêter le RSA. Je crois que le définancer structurellement. Personne n'a pu avoir ces propos-là. Ce qui a tué l'hôpital public, c'est les 35 heures, c'est Martine Aubry, Lionel Jospin, on le sait tous. Allez, on va prendre un auditeur au 0826 300 300. Il s'appelle Didier. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Ça vous fait réagir, vous ? Ça me fait réagir quand on nous pose la question de savoir qui va payer la facture. C'est pas une question à poser en fait, on le sait. Et comme d'habitude, c'est toujours les mêmes. Quand on prend des dispositions au niveau des aides, c'est les entreprises qui payent. Et quoi qu'il arrive, à la finalité, c'est toujours le même qui paye. Donc, mis à part une révolution, vous voulez faire quoi ? Il n'y a rien qui change en fait. Louis Laridon. Effectivement, aujourd'hui, on peut se poser la question, après 10 ans d'Emmanuel Macron, de qu'est-ce qui peut changer. Je le dis, il y a une élection présidentielle l'année prochaine, c'est l'occasion pour le pays de changer de cap et d'enfin arrêter de faire reposer l'effort sur toujours les mêmes, d'enfin arrêter de faire les mêmes exonérations. Vous voulez faire changer le cap par quel biais ? Justice fiscale, en taxant enfin au même niveau les Français. Aujourd'hui, quand on est pauvre, on paye plus d'impôts que quand on est riche. C'est pas normal, mais proportionnellement sur revenu. Arrêtez, les pauvres, ils payent pas d'impôts. Faut arrêter les conneries. Les pauvres, ils ne payent pas d'impôts. Les classes moyennes, c'est 50% d'imposition. 50% d'imposition quand les plus riches d'entre nous payent 25% contre 29% il y a 10 ans. C'est-à-dire que les impôts des plus riches ont baissé ces 10 dernières années quand les impôts des classes moyennes ont augmenté. Vous voyez bien que c'est normal, on fait tout pour les délocaliser, pour qu'ils s'en aillent ailleurs. Vous voulez faire quoi ? Vous allez faire comment ? Baissant les impôts, on ne fait pas tout pour faire partir les gens, excusez-moi, je ne crois pas. Regardez tout le nautisme. Allez, on va prendre l'exemple du nautisme. Regardez les pavillons qui sont sur les bâtiments dans le nautisme. C'est quoi ? Vous avez des pavillons français ? Absolument pas. Les taxes, elles sont payées à l'extérieur. Et comme à l'extérieur, il n'y a pas de taxes, tout le monde se barre à l'extérieur. C'est tellement évident. Magali Vicente. On voit bien que le débat qui est cristallisé, il est cristallisé autour de la notion de justice et c'est ça le sujet. Je ne pense pas de toute façon qu'on aura des éléments de réponse malheureusement dans ce budget parce que tout le monde va préserver en fait ses postures et ses candidats en vue de 2027. Tout le monde préserve sa place. Donc les Français vont être encore une fois les premiers impactés et ils le sont déjà puisque vous avez tous vu ce matin les différentes augmentations qui continuent encore à s'accentuer pour la rentrée.
Et là où moi je suis à nouveau députée, pardon, c'est un lapsus révélateur peut-être pour changer justement toute cette communication. Mais à un moment donné, je ne comprends pas qu'à la tête de l'État, on ne mesure pas l'impact des éléments de langage et qu'on ne se pose pas la question de comment on va dire les choses. Plus de transparence, ça fait des années qu'on le demande. Aujourd'hui, si le ministre Roland Lescure était beaucoup plus transparent et indiquait déjà un certain nombre d'éléments clés, peut-être que ça cristalliserait moins les Français. Et après, vous avez tous les autres tours pareils, tous les candidats, tous les porte-paroles. Il n'y a aucune transparence ni sur les éléments concrets, c'est-à-dire qui va payer, comment, pourquoi, combien de temps. On n'a aucun élément. L'État l'année dernière nous disait qu'ils allaient faire des économies. Vous avez vu un plan d'économie avec allez-y. un nombre? Ils n'ont pas besoin d'avoir de transparence. C'est ça qu'il faut se rendre compte à arriver à la fin. Là. Faut quand même se rendre compte que la transparence, ils n'ont absolument pas besoin d'en avoir, puisque ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne plus. Ça ne s'arrête pas. Ça ne pourra pas fonctionner. Mais bien sûr, ça fait 40 ans que ça fonctionne comme ça. Vous gardez de l'optimisme. Parce qu'on va faire en sorte de le faire changer. Mais pour que ça change, c'est pas une question de vote. Pour que ça change, il faut que les gens descendent dans la rue et qu'on casse tout. C'est tout. On casse le politique. Pas les il y en a qui attendent que ça, les Didier. Infrastructures, pas les infrastructures. Faut casser le politique. C'est-à-dire que le politique, il nous sert à rien. Mis à part le fait de s'enrichir lui-même, il nous sert à rien. Alors, est-ce que gauche comme droite en plateau, on peut être d'accord là-dessus sur le fait que le politique n'est aujourd'hui pas vraiment à la hauteur parce que pas suffisamment à l'écoute des besoins des Français et des Français. Louis Laridon. Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a une vraie déconnexion entre la classe politique et les Français. Et ça se voit aujourd'hui dans les débats. On a une société fragmentée, fracturée. Mais ça vient aussi et là, je partage ce qu'a dit Didier. Ce qu'a dit ma débatteuse, c'est qu'on a un problème de transparence. On a un vrai problème de transparence. Pardon, Magali, vous avez raison. Je suis perdu, il est grand ce plateau. De transparence de la vie publique, de transparence des actions. Et ça devrait être au cœur des politiques de dire et d'expliquer. Et excusez-moi, depuis le début, je suis le seul à vous donner des chiffres. Je vous ai donné normal, un certain nombre de chiffres, sur vos notes. de mesures. Mais oui, parce qu'en fait, c'est ça la politique, c'est d'avoir un programme concret, chiffré, et qu'on est capable d'expliquer aux Français. On vient pas ici à la radio pour faire des grandes déclarations et dire avec nous tout sera mieux. On vous explique comment on va faire les choses. Vous venez de faire une grande déclaration. Vous venez de dire qu'en gros tous les politiques étaient des pourris, alors que c'est pas. Je dis qu'il y a une déconnexion. C'est pas du tout le cas, monsieur. Vous avez des élus locaux. Arrêtez de vous en prendre toujours. Arrêtez de vous en prendre toujours aux politiques. Vous avez des élus locaux, des maires, des adjoints au maire, des conseillers départementaux qui gagnent pas un péco, qui font ça presque bénévolement pour l'amour de leur ville, pour l'amour de la France. Et au bout d'un moment, moi j'en ai marre qu'on mette tout sur le dos des politiques, j'en ai marre qu'on dise qu'on fera des économies parce qu'on va supprimer des parlementaires. Alors oui, il y a certains hommes politiques qui sont complètement déconnectés. Ça, je suis d'accord avec vous, c'est un fait. Mais c'est pas la majorité. Au bout d'un moment. Mais je crois pas que ce soit ce que dit Louis Laridon. Je crois pas qu'il est en train de stigmatiser. Je pense passer plein de mon temps sans m'enrichir personnellement pour les intérêts de ma ville. Alors permettez-moi de vous dire que vous êtes un peu en train de déborder en réaction à Didier, je pense que le fait de tout casser n'est pas la solution et malheureusement sur l'échiquier national à l'extrême gauche, beaucoup espèrent justement que la population se soulève et qu'il y ait le bordel dans la rue. Mais j'ai le sentiment que c'est pareil à la droite de la droite, Thomas Alexoser. J'ai l'impression qu'en fait que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite aujourd'hui, déjà je ne pense pas qu'il y ait de mouvement anarchiste non, c'est pas une question de mouvement anarchiste. Dans les troupes de Marine Le Pen. C'est qu'aujourd'hui, que vous soyez à la gauche de la gauche ou à la droite de la droite, vous ne vous retrouvez plus dans le système. C'est quand même ce que j'entends, moi, chez les auditrices et les auditeurs qui nous appellent régulièrement, qui nous écrivent. C'est ça le sentiment général. Et donc, qu'on refasse la même sauce avec les ingrédients passés, je crois encore avoir la lecture où les Françaises et les Françaises disent non, on n'en veut plus. C'est la rupture. Les Français sont en attente de rupture. Moi, j'ai pas mal sollicité aussi les Français via mon podcast et notamment je leur ai demandé les émotions. Voilà, elle fait sa pub. Les émotions qu'ils ressentaient face aux politiques, parce que c'est ça que je voulais avoir et c'est attristant. Et quand je le fais en fait aujourd'hui, écouter aux différentes équipes, notamment des candidats au présidentiel, c'est là que ça percute. C'est-à-dire que la déconnexion, elle existe. Et aujourd'hui, entendre une personne dans sa voix avec l'émotion qui dit aujourd'hui
Aujourd'hui, c'est triste. Je n'ai pas d'émotion, en fait, quand j'écoute les politiques. Mais c'est ça, la tristesse, en fait, de la vie quotidienne. C'est qu'on n'a plus de confiance. Les Français, ils ont plus de confiance, ils sont tristes. Et ça, c'est dommage. Jean-Luc Il faut Mélenchon, vraiment que les politiques se réveillent. j'ai l'impression qu'il l'a compris, que quand on entend un politique, il n'y a pas d'émotion. Je crois, globalement, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, on peut tous reconnaître que Jean-Luc Mélenchon a une qualité oratoire qui fait que l'émotion, il la transmet bien. Ah ben ça, moi je suis parfaitement d'accord. Et d'ailleurs, son discours de dimanche matin, moi je l'ai dit, c'est une masterclass de discours présidentiel. Et notamment au travers du nous. D'ailleurs, les gens, ils ont réagi exclusivement par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il a réussi à embarquer tout le monde sur ce fameux nous, sur ces fameuses écorégions. Et ça, c'est aussi un danger. C'est-à-dire que la dimension émotionnelle, elle est très bien. Mais après, il faut pas que ce soit en fait un vecteur et un levier de manipulation émotionnelle non plus. Et c'est en ça que chacun doit garder son esprit critique et un regard averti sur le fond des idées. Didier, je veux vous remercier infiniment de votre appel. Merci pour le temps que vous nous consacrez en nous appelant. Et je vous embrasse très fort. J'espère qu'il fait bon par chez vous. Oui, il fait bon. Il faut juste regarder une dernière chose, ce qui a été signé hier soir à l'Élysée. Oui. Avec le programme de parc d'attractions. On en parle justement. On en parle justement dans un instant. Si vous voulez, vous restez avec nous. Ouais, non mais on parle des gens qui payent pas d'impôts, donc on va voir si ces gens-là vont payer des impôts. On en parle vraiment dans un instant. 6 milliards qui vont être posés sur la table par l'Arabie Saoudite, 22 000 emplois pour créer 3 parcs à thème en Ile-de-France, annoncés par l'Arabie Saoudite Emmanuel Macron. Est-ce que c'est bon pour notre économie? Tout de suite sur Sud Radio. 13h, Anthony Martin-Smith. À 11h, passé de 3 minutes, elles sont là, autour de la table. Emmanuelle Brisson, présidente de Vivement Demain. Magali Vicente, communicante politique. Et puis ils sont là aussi, Thomas Alexoser, secrétaire général des centristes, également conseiller départemental de l'Eure, et Louis Laridon, secrétaire national des jeunes socialistes et adjoint au maire à Cergy. Vous avez vu, je n'ai pas oublié cette fois. Merci mon cher Louis. Et puis un autre Louis nous a rejoint, Louis Randazzo. Avec vous, la chronique de 11h. Vous ne pourrez plus dire qu'on ne vous l'avait pas dit. Cette chronique, ce moment où on prend juste un petit peu de recul, un peu de hauteur sur l'histoire, les discours qui, d'antan, avaient quelque chose d'un peu prophétique sur notre époque d'aujourd'hui. Louis Randazzo. Et oui Anthony, on est en septembre 1944, la France sort à peine de 4 années d'occupation, Paris vient d'être libéré, le pays doit être reconstruit et le gouvernement provisoire, dirigé par le général de Gaulle, doit remettre l'économie sur pied. Dans ce contexte, il prononce un discours au palais de Chaillot. Il défend notamment une idée. Après la guerre, la reconstruction doit profiter à l'ensemble des Français et pas seulement à quelques-uns. L'intérêt particulier cède devant l'intérêt général, que les grandes sources de la richesse commune soient dirigées et exploitées non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. Une phrase prononcée il y a près de 82 ans et qui pourrait presque trouver sa place dans un discours politique aujourd'hui. Car en 2026, la question du partage des richesses reste au cœur du débat. Fiscalité, pouvoir d'achat, rémunération, grandes entreprises ou encore patrimoine des plus riches. En 1944, De Gaulle parle de reconstruction et de la nécessité de remettre l'économie au service de la collectivité. Aujourd'hui, les mots ont changé, mais la question reste finalement assez proche. Comment faire en sorte que la richesse créée profite au plus grand nombre? Preuve qu'en politique, certaines questions peuvent traverser les décennies sans vraiment disparaître. Merci Louis Randazzo. On parlait justement de ces hommes politiques qui savent transmettre des émotions. Là aujourd'hui, c'est un petit peu plat, un petit peu neutre. Thomas Alexoser, quand vous entendez cette voix de De Gaulle résonner ainsi? Malheureusement, on n'a plus des personnes de cette trempe-là. Et le succès du film, des 2 films saga sur De Gaulle montre aussi l'intérêt que les Français ont pour ce dernier grand personnage de notre histoire contemporaine et qui a profondément changé la place de la France dans le monde, puisque s'il n'avait pas été là, on aurait pu être un État vassal, on aurait pu perdre notre puissance à la fois politique, internationale, énergétique. Et il a profondément su remettre la France à l'époque au centre de l'échiquier.
dans un moment où nous avions perdu toute notre fougue, toute notre liberté. L'OTAN, notamment sur l'arme atomique, quand il avait dit « je veux suffisamment de têtes nucléaires pour pouvoir effacer de la carte 80 millions de Russes ». C'était ça à l'époque. Mais sur l'énergie nucléaire aussi, sur l'énergie nucléaire, sur la relance du pays économique et institutionnel qu'il a orchestré avec Pompidou. J'étais d'ailleurs très affecté sur tout le débat sur sa dernière demeure et sur le fait de ne pas connaître l'issue et le sort de ce patrimoine qui pour moi doit rentrer dans le patrimoine national et qui doit être géré par le Centre des Monuments Nationaux et être repris comme un lieu de mémoire de notre vie commune, de notre vie collective. Emmanuel Brisson, quand vous entendez cette voix de Gaulle résonner ainsi, vous trouvez que déjà je partage absolument tous les mots que viennent de prononcer Thomas, je suis entièrement d'accord, et moi je rajouterais aussi qu'actuellement en France, on n'a plus du tout d'hommes politiques à la hauteur parce qu'on n'a que des troisièmes couteaux dans absolument tous les partis. Aujourd'hui, si les Français ne votent plus et si les Français ne s'engagent plus dans un parti politique, si on a du mal justement à attirer des gens, c'est parce qu'ils sont plus du tout au niveau. Pourquoi ? Parce qu'ils ne lisent plus, parce qu'ils ne réfléchissent plus, parce qu'ils n'inventent plus une seule idée. Moi, je prends le cas, par exemple, de la droite, parce qu'il faut aussi savoir se remettre en question. Moi, je suis pas que là pour taper sur les autres partis politiques. Moi, j'estime que depuis Nicolas Sarkozy, on n'a pas inventé une seule idée dans absolument tous les domaines. C'est-à-dire qu'on a cessé de décliner des mesures techniques partout et on ne propose plus rien. Aujourd'hui, quand vous voyez les partis plus extrêmes, que ce soit la France Insoumise ou le Rassemblement National, on sait ce qu'ils proposent. C'est-à-dire que la France Insoumise va jouer constamment sur le chaos. Ils vont parler de la Palestine matin, midi et soir alors qu'on habite en France. Et après, ils vont s'en prendre aux héritiers, aux riches. Et le Rassemblement National, de leur côté, ils vont parler du pouvoir d'achat. Ils vont jouer sur l'émotion. Ils vont parler à la mère de famille qui a du mal à remplir son frigo. Et ils vont également parler du combat civilisationnel. Mais les autres partis, que ce soit le Parti Socialiste, les centristes ou même la droite, on ne sait pas ce qu'on propose. Louis Laredon ? Je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui, on a des hommes politiques qui ont à l'époque, comme le général de Gaulle, François Mitterrand et beaucoup, qui ont marqué l'histoire du pays à la fois par leur talent oratoire et leur capacité à convaincre. Aujourd'hui, force est de constater qu'on vit un autre moment politique. Mais je crois, et là où je vais rejoindre Emmanuel Brisson, c'est qu'il faut retrouver, que les partis retrouvent leurs identités, leurs idées et soient capables de dépasser. Je vais le dire, c'est très simple, pour les socialistes, c'est la justice. Justice sociale, justice écologique, justice fiscale. Et c'est sur ces idées-là que la gauche et le Parti socialiste doivent faire campagne pour regagner et retrouver l'espace politique et médiatique qu'ils ont occupé, qu'ils doivent occuper pour gouverner à nouveau la France. Magali Vicente. Le courage de dire et le courage de faire, en fait. C'est vrai qu'on peut regretter le niveau des politiques, mais s'il y a une chose, en fait, qu'on regrette surtout, c'est le courage de dire en toute transparence et en toute authenticité ce qu'on veut, ce qu'on pense, et le courage de faire, parce que moi, je le travaille beaucoup sur la dimension prise de parole publique. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous faire confiance si vous n'êtes pas congruent quand vous prenez la parole. Et la congruence, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous vibrez à l'intérieur, c'est-à-dire ce que vous avez dans vos tripes, dans le cœur, et ce que vous faites. Et force est de constater que ce que vous faites, il a énormément défailli depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, on ne peut pas avoir des hommes politiques qui constatent en fait que finalement on a un peuple derrière qui ne fait plus confiance, évidemment, si rien n'a été suivi des faits. Donc aujourd'hui, pour retrouver une confiance, il faut qu'il y ait des hommes politiques qui commencent à prouver qu'ils sont capables, de faire, mais surtout de dire avec le cœur ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent faire. Alexandre Saint-Etienne, qu'est-ce que les réseaux sociaux de Sud Radio nous disent, en tout cas les gens dessus? Alors vous avez été très nombreux à réagir à la question. Roland Lescure, ministre de l'économie, annonce un effort collectif pour redresser les finances publiques. Qui doit le plus se serrer la ceinture selon vous? Eh bien, d'après vous, 95%, il s'agit de l'État qui devrait se serrer la ceinture, contre seulement 3% pour les entreprises et 2% pour les ménages. Avec Sonia qui nous dit à eux de réduire leurs indemnités, les Français crèvent de faim, ou encore Paul qui en a ras-le-bol de se serrer la ceinture parce que le gouvernement prend ses aises financièrement. Merci beaucoup Alexandre Saint-Etienne. Vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux de Sud Radio, sur X, sur Facebook, Instagram. Et puis,
en commentaire sur le live YouTube de Sud Radio. C'est vrai que la question des indemnités revient systématiquement. Je pense, pour voir ce que ça représente, que c'est plus symbolique finalement qu'autre chose, parce que c'est pas franchement là-dessus qu'on va faire des énormes économies. Mais en tout cas, les Françaises et les Français, j'ai le sentiment, disent on est prêt à faire des efforts à condition que nos représentants les fassent avant nous. Albin Texera, on part en Ile-de-France, du côté d'ailleurs de par chez vous, Louis Laridon, du côté de Cergy, avec un investissement de 6 milliards d'euros annoncé par l'Arabie Saoudite avec Emmanuel Macron hier pour la création de 3 parcs à thème. On se met dans une petite ambiance musicale. Mais prévenez Julien Delmas à la réalisation qui d'un seul coup nous envoie le jingle. Très bien. Vous reconnaissez ? Dragon Ball. Ouais, pas mal. Bah oui, puisque l'Arabie Saoudite veut investir gros dans les loisirs en France. 3 nouveaux parcs d'attractions doivent voir le jour à Cergy-Pontoise, à l'ouest de Paris, sur l'ancien site de Mirapolis, le parc d'attractions à l'époque qui était destiné à la culture française, à la littérature française. Le projet qui va être mis en place par l'Arabie Saoudite est estimé à 6 milliards d'euros, porté par des fonds saoudiens qui pourraient créer 22 000 emplois directs et qui ambitionnent de rivaliser avec les plus grands parcs européens. On l'a dit, le thème Dragon Ball. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs félicité de cette annonce présentée comme une nouvelle destination touristique mondiale. Mais le projet fait déjà réagir, notamment dans le secteur des parcs d'attractions. Nicolas Devilliers, le président du Puy du Fou, s'est montré déjà très critique à l'égard de cette implantation saoudienne en Ile-de-France. Il était chez nous il y a 2 semaines. Je vous propose de l'écouter. L'investissement est toujours une bonne chose. Je dis simplement qu'en France, nous avons les moyens d'investir. Vous savez, le Puy du Fou, qui s'est construit à partir de rien, sans argent public, a réussi à déployer une aventure qui est devenue une entreprise qui aujourd'hui a les mêmes moyens d'investissement que ceux annoncés par l'Arabie Saoudite sur ce projet précis. Donc aujourd'hui, être impressionné par un investissement étranger de cette ampleur, c'est, je crois, faire une petite erreur de jugement. Il aurait préféré que ça soit plus un investissement européen, voire français, ou même que les Saoudiens investissent en France, mais propose de mettre en avant la culture française, dit-il, car derrière les promesses économiques, certains s'interrogent sur la place donnée à un investissement étranger aussi important dans le divertissement français. Le projet devrait aussi créer une concurrence directe avec Disneyland Paris ou le parc Astérix, mais également avec les acteurs français qui sont déjà implantés dans tout le pays. Merci beaucoup Albin Texera. Louis Laridon, c'est par chez vous. Vous en réjouissez avec votre équipe municipale? Et nous, on accueille cette nouvelle avec à la fois vigilance et enthousiasme. Je pense que c'est les deux choses qu'il faut noter. Vigilance, parce qu'il va falloir évidemment regarder si les emplois sont bien pérennes, stables et répondent à des conditions et des clauses sociales. Mais avec enthousiasme, parce que c'est un grand projet d'investissement sur un territoire. Ça va permettre aussi de développer des infrastructures au service des habitantes et des habitants. Qu'on va enfin pouvoir travailler sur la question de l'offre de transport pour un territoire qui est aujourd'hui complètement délaissé sur l'offre actuelle. Et donc, on va pouvoir faire des choses bien pour un territoire qu'il mérite, et avoir un investissement, c'est toujours intéressant. Reste à voir la viabilité du projet. Dragon Ball est aujourd'hui au patrimoine culturel français, donc pourquoi pas, avec plaisir si ça marche. À voir quelles vont être les autres annonces sur les autres parcs. En tout cas, nous on accueille ça avec enthousiasme, vigilance, attention. Il faudra quand même rester vigilant aux critères environnementaux et sociaux de ce projet. D'un point de vue social, il est prévu d'ailleurs la création de 22 000 emplois directs et indirects. J'imagine qu'on peut saluer ça quand même dès demain, Thomas Alexhauser. Oui, on est à l'échelle d'une concurrence mondiale qui est féroce. Alors même si Dragon Ball Z, c'est pas ma tasse de thé absolue, je me réjouis que ça puisse se faire en France. Parce je que voyais bien en Vegeta, vous. Si ça n'était pas en France, ça aurait pu être à Madrid, à Barcelone ou à Düsseldorf. Donc je pense que c'est une bonne chose que ça se fasse chez nous. Et attendons de voir jusqu'où ira le projet. Et les premiers coups de tractopelle seront attendus. Allez, on revient dans un instant sur ce sujet d'investissement. 6 milliards d'euros annoncés par l'Arabie Saoudite pour la création de 3 parcs à thème, 22 000 emplois créés, et tout ça dans le coin de chez notre ami Louis Laridon vers Cergy. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. On revient sur l'antenne de Sud Radio sur cette question des 6 milliards d'euros annoncés hier entre l'Arabie Saoudite et Emmanuel Macron qui veulent créer 3 parcs à thème dans votre coin, Louis Laridon, avec mes débatteurs autour de la table. Louis Laridon, je le disais il y a une seconde, Thomas Elec-Sauzer, Emmanuel Brisson et Magali Vicente. 22 000 emplois créés. Mesdames, on vous a pas encore entendu sur ce sujet et là, je vous consacre toute l'émission parce que nous n'avons que des hommes dans cette équipe, que des hommes sur ce plateau. Et, c'est parce qu'on l'a engueulé pendant la pub. Ouais. Il n'y a pas de pub déjà. Et puis, oui, vous avez raison. Effectivement, vous êtes malheureusement très peu représentés. Donc allez-y. Écoutez, 6 milliards d'euros et 22 000 emplois, évidemment que c'est une bonne nouvelle économique. On ne va pas commencer à s'excuser à chaque fois qu'il y a des gens qui veulent investir dans notre pays des milliards d'euros, alors qu'on se plaint constamment en France de la désindustrialisation. On se plaint des capitaux qui partent et on se plaint des emplois qui disparaissent. Mais moi, mon obsession aujourd'hui, c'est pas la nationalité du chèque. Moi, mon obsession aujourd'hui, c'est de savoir si les emplois seront français. Parce que la question qu'il faut se poser et que très peu de personnes se posent aujourd'hui, c'est combien d'emplois durables et surtout combien d'entreprises françaises vont participer à ce projet. Ça, c'est la question. Est-ce que ça va servir uniquement à nos entreprises franciliennes ou est-ce que on va avoir l'ébéniste, je sais pas, du Lot-et-Garonne, le paysagiste d'Auvergne-Rhône-Alpes, etc., qui vont pouvoir travailler sur ces parcs-là? Je sais pas, on n'a pas vraiment le détail. Écoutez, la France, elle doit être bénéficiaire et ça doit pas être le terrain de jeu justement des investisseurs étrangers. Moi, je suis de droite, moi je suis pour la souveraineté et je préférerais toujours que les capitaux ils soient français. Mais le problème aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'on a tellement taxé, on a tellement réglementé, on a tellement justement découragé l'investissement et ça c'est la gauche pendant des années que nous sommes ravis quand il y a un investisseur qui va arriver avec plusieurs milliards d'euros. Mais Nicolas de Villiers le disait, qu'il y avait des entreprises, des entrepreneurs français, peut-être même lui-même. Alors bon, à mes questions, il avait dit que non, ça l'aurait pas intéressé, mais qu'il aurait volontiers travaillé, en tout cas bénévolement, sur le sujet. J'y crois pas trop, mais en tout cas, il disait qu'il y avait des entreprises qui avaient ces capacités à le faire. Le Puy du Fou a ses capacités d'investissement. 6 milliards d'euros, j'en doute. Ben, en tout cas, c'est ce qu'il avançait. Mais peut-être qu'il a des fonds avec lesquels il a l'habitude de travailler. Magali Vicente. Je rejoins en fait tout ce qui a été dit sur la dimension économique. On peut que se réjouir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder en fait ce que cette annonce elle raconte en fait du pouvoir de l'incarnation présidentielle et surtout de la frontière en fait entre le goût personnel du président, la stratégie économique et la responsabilité politique. Parce que je sais pas si vous avez vu la façon dont Emmanuel Macron en fait a annoncé la nouvelle hier, mais il y a encore cette hyper personnalisation de la communication sur une arrivée sur notre territoire d'un investissement économique. Et là où on aurait pu avoir une communication économique et territoriale, on se retrouve avec une hyper personnalisation de la communication sur le côté, encore une fois, spectaculaire, hors norme, qui appartient à Emmanuel Macron. Et on met en face, à mon sens aussi, le paradoxe du côté moral. C'est-à-dire que il faut pas non plus oublier qui finance nos loisirs et donc à terme la stratégie de pouvoir et d'influence sur notre propre territoire. Donc moi je peux me réjouir à mi-teinte sur la dimension économique avec toutes les réserves qui ont été faites, mais voilà, je trouve encore une fois que dans la communication, il y aurait pu effectivement y avoir beaucoup plus de dimension territoriale, économique française, plutôt qu'une hyper réjouissance personnelle de la passion des mangas, voilà, que je ne partage pas non plus, mais pour lesquels il y a aussi une forte symbolique, parce que voilà, Dragon Ball Z qui lutte contre les entités maléfiques, bon, on peut se poser aussi la question avec qui va financer en fait ce parc. J'ai pas l'impression, alors moi j'étais fan quand j'étais gamin, mais j'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui ce soit la licence la plus populaire qu'il soit auprès des Françaises, des Français, même des Européens de manière générale, parce que c'est quand même eux qui vont être a priori quand même les plus ciblés sur la zone touristique. On aurait peut-être dû choisir une autre licence, type Harry Potter ou ce genre de licence-là, non? Non, mais l'idée, c'est d'attirer surtout les étrangers qui viennent visiter Paris. Mais les étrangers d'Asie, a priori, hein.
Parce que Dragon Ball, ça marche beaucoup là-bas. Pas que, c'est générationnel. Voilà. Les mangas, vous êtes en train de me traiter de vieux, Magali Vicens. Je me place dedans. Je vous avoue que ça faisait pas partie. Bah oui, mais c'est l'univers. Apparemment, cet impact touristique a apparemment été très mis en avant. Donc peut-être qu'effectivement, on ne fait pas partie de la même génération. Je pense que vous avez pris un coup de vieux là, Anthony. Merci Emmanuel. Allez-y, je vous en prie, malgré tout. Allez-y, Emmanuel. Non, moi je rejoins ce que vient de dire Magali. Effectivement, les mangas, Dragon Ball Z, c'est quelque chose qui plaît auprès de la génération Z. Et moi je pense que le public visé ne sera pas un public parisien. C'est le même public d'ailleurs qui va à Disneyland Paris. C'est un public qui est étranger et qui vient en région parisienne visiter Paris et qui va se faire un petit parc d'attractions le week-end. Donc je suis persuadée que ça marchera, que ce soit notre cam ou pas. Je pense que c'est une vaut mieux un bonne projet idée. sur un terrain qui est une friche. On parle pas de dénaturer. On parle surtout d'un ancien parc à thème qui a fermé. Voilà. Là où ça devrait s'installer. Si on était sur un terrain, s'il fallait abattre une forêt de. Là on aurait des je sais combien d'hectares. Là on est sur une friche aux portes de Paris, de ce que disait mon collègue connecté au RER A. Donc à partir de ce moment-là, c'est tout bénef pour le territoire, pour la région. Ce territoire n'est pas du tout utilisé. À contribuer à ce projet. Oui, ça fait 18 mois que la région a travaillé sur le projet. Il y a un enjeu aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y avait cet ancien parc d'attractions dans les années 70, Mirapolis, qui est complètement désaffecté. Alors le projet propose quand même d'étendre la friche, mais ça construit principalement sur cette friche. Effectivement, c'est un territoire qui est connecté, mais qui a besoin aussi d'investissement dans ses infrastructures, notamment de transport. Et ce qui est bien, c'est que ce projet touristique va bénéficier à la vie quotidienne des habitants du territoire. Si pour réussir un tel projet, il faut forcément investir dans les infrastructures de transport, donc ça va améliorer la vie quoitidienne des habitantes et des habitants. Il y a quoi aujourd'hui sur ce territoire ? Il y a une agglomération de 220 000 habitants et aujourd'hui il y a une friche. Donc il n'y a rien. Une friche et autour il y a des zones agricoles, il y a des parcelles de terre. Il y a quand même des zones à construire. Il y aura aujourd'hui c'est une friche. Vous dites des zones agricoles, ça veut dire qu'il y a probablement des terrains à convertir aussi. Oui, le projet prévoit une extension effectivement de cette zone selon les annonces du gouvernement. Il parle de 200 hectares. Et aujourd'hui il n'y a pas de squat. Non, il n'y a pas des gens qui auraient établi un campement à déloger. Il n'y a pas de menace immédiate pour la réalisation du projet. Je n'ai aucune idée, justement, je m'interroge. Et Anthony, je vais vous surprendre, vu qu'il n'y a pas de fact-checking autour de ce plateau. Donc moi, je viens de vérifier parce qu'on a le droit au téléphone. La France, c'est le premier consommateur de manga dans le monde après le Japon. Merci. Donc, mais vous faites bien de me remettre, d'enfoncer le clou sur mon coup de vieux. Je vous remercie, Emmanuel Brisson. Je vous en prie. Donc, a priori, là, on est assez unanime sur ce plateau. C'est plutôt bon pour notre économie. Ça pourrait, en tout cas. Le tourisme, c'est un poids énorme dans notre économie, de manière directe et indirecte. C'est quasiment 10% de notre PIB national. Et la région Île-de-France, la région capitale, contient les monuments les plus visités de France avant le Mont-Saint-Michel en Normandie. Donc, en effet, on peut que se réjouir. Disneyland, Euro Disney, il y a eu des années difficiles, mais aujourd'hui, ça a eu des performances économiques, ça a eu un impact autour en termes d'hôtels, de restauration, de shopping, de développement d'infrastructures et de nombre de visiteurs qui est absolument colossal. Et d'autres parcs d'attractions se portent aussi bien. Je crois que Parc Astérix se porte très bien. Ouais. Le Puy du Fou, c'est un autre type d'animation, mais ça marche très très bien aussi. Et à nouveau, si c'était pas à Paris ou dans le Val d'Oise, ça aurait été à Barcelone. Ouais. Bon, Thomas, vous gardez la main. Votre coup de cœur dans deux petites minutes, ça va être quoi ? J'ai parlé de la primaire de la droite et du centre au moment où la gauche et le Parti socialiste s'organisent. Je pense qu'il faut que la droite s'organise aussi. Louis Laridon. Je vais vous parler d'Andy Burnham, le Premier ministre travailliste du Royaume-Uni. Et Emmanuel Brisson. Moi, je vais vous parler de la France Insoumise. C'est toujours mon coup de gueule, ça ne changera pas, c'est tous les jours. Et vous, Magali Vicens, on va faire votre coup de gueule. Coup de cœur, pardon, qu'on n'a pas pu faire la dernière fois. Exactement, sur les voix des femmes afghanes. Bon, très bien. Eh bien, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Le grand matin Sud Radio.
Bonjour. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Votre regard sur l'actualité à vous, mesdames et messieurs, au 0826 300 300. Vous nous appelez pour nous le partager, notamment pendant la radio libre à partir de 12h15. Juste avant, on recevra d'ailleurs le maire de cette commune, Pomas, dans l'Aude, qui a été bien sinistré hier suite au passage d'une tornade subite. Et puis, comme je l'ai demandé à mon collègue Albin Texera, j'espère que demain on aura un expert en météo qui pourra nous expliquer d'où viennent ces phénomènes. D'ailleurs, une information tombe à l'instant où on nous prévient que d'autres phénomènes du genre pourraient avoir un lieu avec des départements qui ont des vigilances sur des phénomènes météorologiques de la sorte. Magali Vicente, votre regard sur l'actualité, sur ces voix des femmes afghanes. Et enfin, on en parle dans un média national. Alors j'ai préparé un petit texte parce que justement j'ai repris les mots parce que pour moi ils sont importants. Donc j'avais un coup de cœur à passer sur les voix des femmes afghanes parce que la semaine dernière en fait il y a un article d'une journaliste du Monde qui est paru où elle est allée rencontrer en fait toutes ces femmes qui ont parlé et aujourd'hui je voulais prendre du temps pour les mettre à l'honneur parce que c'est des mots assez forts. Allez-y. Parler de nous, briser le silence, porter nos voix. Ce sont les mots de femmes afghanes recueillis par Annick Cogent, grand reporter au journal Le Monde. Pardon, mais en même temps, j'ai l'émotion. Et ce matin, mon coup de cœur va à toutes ces femmes, celles qu'on cherche à rendre invisibles et qui continuent malgré tout à trouver un chemin pour apprendre, transmettre, parler et exister. Il y a aussi ce témoignage très poignant d'une jeune femme à qui l'école a été interdite. Elle décrit cette décision comme une blessure profonde qui n'arrêterait plus de saigner, avec le sentiment qu'on lui coupait les ailes. Une petite fille de 12-14 ans racontait « Ça a-t-il jamais existé sur Terre un régime qui aurait fait des femmes le pire ennemi de la nation, obsédé par l'urgence de leur ôter le moindre droit, de leur dénier toute liberté, de les brimer, de les cloîtrer, de les humilier et de leur interdire toute initiative? A-t-il jamais existé dans l'histoire un régime qui aurait déclaré la guerre à la moitié de sa population? La guerre à leurs mères, leurs sœurs, leurs épouses et leurs filles, tantes, cousines et voisines. La guerre à leurs semblables mais du genre opposé. La guerre aux femmes, genre mineur, genre sulfureux, méprisable, corvéable et punissable à souhait. Et tout ça dans un silence international assourdissant. Quand on retire la voix à quelqu'un, on ne lui retire pas seulement la parole, on lui retire une part de sa capacité à exister et à choisir sa vie. Voilà, une voix, ce n'est pas seulement parler, c'est pouvoir dire je suis là, je pense, je choisis et j'existe. On parle beaucoup de liberté de parole ici, alors ça me tenait à cœur de pouvoir en parler. Oui, je crois que vous avez coupé la mienne. Bravo. Bravo. J'ai pas envie de passer après ça. Non, moi non plus. On va arrêter là. Voilà, bonne journée. Thomas Alexoser. Bon, passer après ça, c'est un peu difficile. Oui, c'est difficile, mais il fallait le faire. Et merci Magali Vicente pour la profondeur de vos mots. C'est important de se rappeler ce qui se passe aussi par ailleurs. On oublie très souvent de la souffrance d'autres peuples. Parce qu'on est trop aveuglé, et j'utilise ce mot avec d'autant plus de sens dans ma situation personnelle, mais on est aveuglé par nos soucis du quotidien. On voit parfois pas l'essentiel. Thomas Alexoser. Donc je change du tout au tout, même si je cautionne tout ce que vous dites, parce que on parle beaucoup de ce qui est affreux en Palestine, bien évidemment, mais on parle pas des conflits en Afrique qui font des ravages, où le viol est devenu une arme de destruction massive. Et malheureusement on n'en parle pas suffisamment. Donc retour à la vie politique française. Donc un coup de cœur sur une tribune qu'a signé David Lisnard aujourd'hui dans Le Monde, où il appelle maire de Cannes et présumé candidat déclaré à l'élection présidentielle. Non, présumé aux primaires. Candidat et David Lisnard porte fortement depuis de longs mois l'idée d'une grande primaire ouverte de la droite et du centre, et je pense que c'est un débat que nous devons avoir sur l'échiquier de la droite. Ce grand exercice démocratique qui avait connu un succès populaire gigantesque en 2016 avec près de 4,5 millions d'électeurs qui se sont déplacés. Et au moment où je vois Sandrine Rousseau appeler à se réunir derrière Jean-Luc Mélenchon, je considère qu'on a cette digue des Verts qui définitivement bascule chez LFI, et qu'il faut que la droite et le centre se réunissent derrière un candidat, une candidate, un projet.
Hervé Morin va prendre une initiative d'ici la fin de la semaine pour appuyer ce combat que mène David Lisnard. Mais je pense que nous avons besoin de poser les projets devant les Français et non pas dans des discussions de couloir, dans des marchandages et dans des négociations, et qu'il nous faut cet exercice démocratique. Je ne connais pas les conditions du débat au Parti socialiste, mais au moment où tout le monde s'organise, il nous faut aussi nous organiser. Emmanuel Brisson. Écoutez, moi, mon coup de gueule, c'est la France Insoumise et ce sera toujours la France Insoumise. Pourquoi ? Parce que je suis révoltée de voir que Jean-Luc Mélenchon peut être au second tour de l'élection présidentielle. La France Insoumise, c'est le parti qui a toujours quelqu'un à détester. Quand c'est pas les riches, c'est les patrons. Quand c'est pas les patrons, c'est les propriétaires. Quand c'est pas les propriétaires, c'est les juifs. Et quand c'est pas les juifs, c'est les héritiers. Je suis désolée, mais ils passent leur temps à expliquer dans ce pays qui est coupable de quoi. Et soudainement, quand il y a une affaire qui éclate pour l'un des leurs, en l'occurrence Bali Bagayoko, exactement, ils parlent maire de Saint-Denis. Il parle de persécution politique. Il parle contre de cabale. Excusez-moi, mais racisme, oui. Voilà, ils vont nous parler de racisme. Alors c'était quoi pour Marine Le Pen ? C'était du racisme anti-blanc ? Enfin, moi j'en ai marre en fait. Là, c'est le parquet national financier qui enquête. C'est le PNF qui enquête. On peut pas expliquer toute l'année que la justice est indépendante quant à l'enquête sur vos adversaires et hurler au complot lorsqu'elle vous touche. Mais en fait, c'est la contradiction permanente de la France insoumise. Ils construisent leur fonds de commerce sur la dénonciation des privilèges, mais eux, ils se croient tout puissants et au bout d'un moment, ça suffit et c'est la France insoumise qu'il faut combattre. Louis Laridon. Moi, désormais quelques mois à l'élection présidentielle, je voulais prendre effectivement un peu de recul et regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde et tracer un chemin. On a aujourd'hui au Royaume-Uni un nouveau Premier ministre depuis maintenant à peu près un mois, un Premier ministre travailliste. Et on voit que là où il agit, c'est l'investissement dans les petites entreprises, notamment dans l'économie des pubs locales. C'est l'amélioration et la baisse des question de tarifs de transport, pour les tarifs de transport en commun, c'est réinvestir dans l'économie, repermettre et d'améliorer la qualité de vie des gens. Et c'est ce qui se passe à chaque fois que la gauche est au pouvoir à travers le monde, que ce soit Andy Burnham au Royaume-Uni, Zoran Mamdani, le nouveau maire de New York, Pedro Sanchez, le président du gouvernement espagnol. La gauche au pouvoir peut améliorer la vie des gens. Et à 8 mois d'une élection présidentielle, je voulais que ce message passe avec la gauche. On peut améliorer et aller vers le mieux. Et c'est le sentiment aujourd'hui que je voulais vous partager. Une amende pour les parents des élèves qui perturbent à l'école. C'est la proposition d'Édouard Philippe qu'il met dans le débat public. On en parle dans un instant sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous voulez réagir, si vous y êtes favorable, si vous êtes plutôt opposé, avec nos débattrices en plateau, débatteuses, pardon. Je sais même pas comment on dit d'ailleurs. Magali Vicens avec Emmanuel Brisson également et nos débatteurs Louis Laridon et Thomas Alexoser. Et vous au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Une amende pour les parents d'élèves qui perturbent à l'école. C'est la proposition d'Édouard Philippe, assortie d'une volonté d'augmenter nos enseignants de 20%. Il va falloir nous dire comment on finance cela. Est-ce que vous trouvez que ça va dans le bon sens? Au 0826 300 300, Manu vous attend au standard si vous voulez témoigner. En tout cas, appelez-nous. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Et en plateau avec Emmanuel Brisson, Magali Vicens, Louis Laridon et Thomas Alexoser, on va essayer de trancher cette question-là. Emmanuel Brisson, je vous sens motivé là. Est-ce qu'il faut qu'on mette une amende aux parents d'élèves qui foutent le bordel, mais c'est un peu ça, malgré tout. Pardonnez-moi pour l'expression, mais qui mettent le bazar à l'école. C'est tout à fait ça. Moi, sur le principe, je suis plutôt d'accord, parce qu'il faut arrêter avec cette idée selon laquelle l'école serait responsable de tout et que les parents seraient absolument responsables de rien. Je suis désolée, mais quand il y a un gamin qui va harceler ses camarades, qui va perturber les cours ou qui va accumuler l'absentéisme, sans qu'il y ait de réaction de la famille, c'est pas à la collectivité en fait d'être éternellement derrière l'enfant. Je suis désolée, mais il y a un paradoxe en France qui dit qu'on souhaite que l'école résout absolument tous les maux MAUX de l'élève du 21e siècle, mais pendant des années, on a justement retiré le pouvoir aux professeurs, on a retiré également les pouvoirs aux directeurs, et après, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des profs qui soient paniqués devant les élèves et qui soient même paniqués devant les parents d'élèves. À une époque, quand on était sanctionné par le prof
professeurs, on rentrait chez soi, on faisait pas le malin. Aujourd'hui, on a affaire à l'enfant roi qui peut absolument tout faire et ça, c'est pas normal. Donc un peu d'autorité, ça ferait pas de mal. Indépendamment de l'enfant roi, il y a quand même une notion de responsabilité du parent. On avait ce débat avec un collègue la dernière fois dans la rédaction, c'est qui doit payer lorsqu'il y a une dégradation faite par un enfant ou qu'il y a même une agression dans le civil. La responsabilité judiciaire n'est quasiment jamais appliquée pour les parents responsables. Non, c'est à la famille de payer, je suis désolée, mais si tu sais pas éduquer ton enfant, t'en fais pas en fait. Alors ça voilà, c'est dit. Thomas Lexhauser. Je m'interroge sur le sujet de l'amende, parce que des amendes, ça peut ne pas se régler, ça peut ne pas se payer, et ça peut alimenter une situation de dette familiale. Je suis plutôt favorable à un système de suspension d'allocation familiale sur certains cas, parce qu'il faut aussi taper au porte-monnaie directement. Il y a un devoir de responsabilité des parents. Quand il y en a qui sont versés, parce que tout le monde n'est pas assujetti à ça. Quand il y en a qui sont versés, bien évidemment, mais la caisse d'allocation familiale, ça touche énormément de foyers. Il n'y a pas que les minima sociaux, il y a aussi la CAF qui est versée à des familles, aux familles nombreuses, et qui est un système qui est très étendu. Donc je m'interroge vraiment sur ce sujet de l'amende, qui je pense est une proposition un peu choc au moment de la rentrée après le fou planning de Gabriel Attal pendant ces dernières semaines. Sur l'éducation, on a un sujet majeur qui touche à notre nation, qui est que nous dépensons le plus grand budget des pays européens pour l'éducation de nos enfants, avec les résultats que l'on connaît. Et tout cela interroge énormément sur les moyens qui sont mis en place et le résultat à la sortie. Je pense qu'il y a trop peu de travail de proximité entre l'éducation nationale, les élus locaux. Moi, j'ai été élu maire il y a quelques mois. Ce qui se passe à l'école, je dois savoir ce qui s'y passe. C'est nous qui entretenons les bâtiments, c'est nous qui payons les salaires des agents qui y travaillent. Et aujourd'hui, il faut plus d'autonomie aux établissements scolaires pour qu'il puisse y avoir des programmes locaux, qu'il puisse y avoir un programme pédagogique et que les enseignants qui ne font pas l'affaire, qui ne font pas le job, à un moment donné, il faut aussi pouvoir les remettre en cause. Le Randazzo. Pardon, excusez-moi, Randazzo, c'est pas vous, pardon. Louis Laridon, oh là là, excusez-moi. Je vous en prie. Choqué, stupeur, évidemment que non, c'est une mauvaise idée. Vous tombez tous des nues autour de cette table que je vais dire ça, mais moi je vais compléter mon bingo des propositions de droite à la rentrée. Donc on a ça, après on peut remettre le bonnet d'âne, pourquoi pas une modernité, un écran géant où on affiche la tête des élèves qui ont commis une faute en classe à l'entrée de l'école. Le nom de la honte. Pourquoi pas, suppression de l'allocation rentrée, retour de l'uniforme scolaire. Non, à chaque rentrée, c'est le. À chaque, je n'en doutais pas. À chaque rentrée, c'est le sempiternel débat de comment on fait pour avoir une mesure démago possible qui s'adresse aux symptômes. Pourquoi c'est démago quand il y a des résultats ? Aux causes. Les causes, c'est effectivement les inégalités sociales liées à l'école. Comment on réinvestit pour avoir des moyens. Moi, là où je vous rejoins, c'est qu'il faut qu'on ait une augmentation des résultats scolaires parce qu'il faut réinvestir dans l'école. Moi, je suis d'accord avec les 20% d'augmentation des enseignants. Vous voulez investir jusqu'à quand dans l'école ? Parce qu'on n'arrête pas d'investir dans l'école. Vous voulez ne pas investir dans l'école ? Non, mais au bout d'un moment, il faut redonner du pouvoir au professeur. Et le professeur, il n'est pas là pour être un policier, il est là pour transmettre. C'est tout, c'est une question d'autorité. Il faut faire confiance au professeur et comme ça, tout se résoudra. Enfin, je suis désolée. Actuellement, on a des élèves qui se croient tout permis et ça, c'est pas normal. Et on a des parents d'élèves qui les encouragent. Enfin, le professeur, il faut aussi lui donner les moyens d'agir. Déjà, en se donnant les moyens de recruter. Il faut lui donner les moyens d'agir. En se donnant les moyens de recruter des professeurs déjà avec un salaire attractif, parce qu'effectivement aujourd'hui on ne recrute plus des professeurs parce que la carrière n'est pas attractive, de remettre des moyens dans les établissements de formation, parce qu'aujourd'hui on forme mal nos enseignants qui vont parler à nos enfants, et effectivement une fois qu'on se sera adressé à ça, on aura des équipes plus compétentes juste les jeunes devant les élèves, professeurs parce qu'ils sont envoyés en Seine-Saint-Denis et se font persécuter par les élèves, c'est ça la réalité. Enfin, c'est ça, votre réalité, c'est pas ça la réalité du métier. La réalité du métier, c'est qu'aujourd'hui on n'embauche plus personne parce que on est les enseignants les plus mal payés en début de carrière de l'OCDE. La réponse de Gabriel Attal à la proposition d'Édouard Philippe qui vient à peine d'être publiée par une dépêche AFP, qui propose une loi de programmation avec un ministre en charge de l'éducation pendant 5 ans et qui propose une augmentation là aussi des enseignants. Il n'est pas resté très longtemps lui au ministère. Hein. Tiens, c'est intéressant, il lui aussi propose une augmentation des enseignants et puis un rétablissement du certificat d'études à l'entrée du collège individuel.
moi, si je peux rebondir, Magali Lucen, bien sûr. Je peux rebondir déjà sur la forme parce que c'est mon sujet quotidien et j'avoue que je déprime un peu là quand je vois que systématiquement qu'il y en a un qui fait une annonce, c'est toujours la surenchère à la nouvelle annonce. Ce qui est intéressant d'aller regarder, c'est en quoi cette annonce faite par Édouard Philippe, elle parle de sa posture et de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il est en train d'installer en ce moment dans le cadre de sa candidature. Toute cette dimension d'autorité et d'expérience et de responsabilité. Maintenant, je m'interroge parce que, comme le disait Thomas, effectivement, il y a un vrai sujet autour de cette notion de responsabilité et d'amende, parce qu'on le sait aujourd'hui, les amendes, elles sont plus payées et bon, voilà, et on connaît l'efficacité. Mais au-delà de ça, c'est qu'est-ce qu'on entend derrière par perturbateur, parce que si pendant 10 ans, il va falloir débattre du périmètre de la notion de perturbateur au sein de chaque établissement, on n'aura jamais aucune mesure qui sera mise en place, et on le sait. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a encore des mesures qui ne seront pas suivies des faits, et donc on a des candidats qui continuent à faire des propositions un peu surenchères, qui vont parler que d'eux et qui ne parlent absolument pas en fait du concret des Français. Et donc pourquoi Édouard Philippe aujourd'hui est dans cette dimension de responsabilité et d'autorité ? Parce que quelque part il travaille son image de je suis le candidat de l'expérience en cumulant en fait des compétences et des personnalités. Est-ce que pour autant ça en fera un leader ? Personnellement, je reste encore très interrogative sur le sujet. Emmanuel Brisson. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui on doit faire bouger complètement les lignes. Moi, quand j'entends mon camarade gauchiste en face de moi, je suis pas d'accord, parce que actuellement on a un vrai problème avec l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, un enfant ne peut plus redoubler. Aujourd'hui, un enfant n'a plus du tout peur de la sanction du professeur, et ça, c'est juste pas normal. Moi, quand j'étais petite et que je faisais des bêtises à l'école, je me prenais des claques, et au bout d'un moment, quand je retournais à l'école, je travaillais. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire ça, parce qu'aujourd'hui, je le répète sur ce plateau, on a toujours l'enfant roi, et ça, c'est ce que veut la gauche. La gauche, vous voulez le chaos, mais vous voulez le chaos dans absolument tous les domaines. Pour autant, déjà. on va pas rétablir la violence sur les enfants et avec des claques et des fessées. Mais je suis désolée, si vous vous êtes pris une fessée quand vous étiez petit, vous n'êtes pas mort, non ? Non, mais voilà. en l'occurrence, non, mais moi, toutes les études mon vous prouvent que ça éducation, vous aide pas à vous développer. Non, mais arrêtez avec vos études, après ça crée arrêtez des avec la autistes et des science, dégénérés arrêtez mentaux. avec la science, arrêtez avec les moi, études. je suis désolé, mais quelle science l'éducation parentale ne peut pas passer par la vous violence êtes la physique, droite, on a d'autres moyens quand même. Vous êtes en train de développer un discours complètement délirant qui est le camp de la démagogie et du populisme. En encachant des mesures à bas coût. Ça se passait très bien à l'époque et vous avez voulu non, ça se passait pas très bien. Les traumas familiaux ancrés, les problèmes de développement. Taper un enfant n'est jamais la solution. La violence n'est jamais la solution. Si votre autorité passe par la violence, c'est parce qu'elle est faible. Une république forte n'a pas besoin de violence pour exercer son autorité. Une république forte, elle accueille de manière bienveillante chacun de ses enfants à égalité. Elle investit dans son futur en payant et en formant correctement les salaires. Si taper un enfant, c'est une violence physique. Taper un enfant, c'est une violence. Mais ça s'est toujours fait, Anthony. Oui, c'est pas parce que ça s'est toujours fait que ça doit... Les viols aussi, ça s'est toujours fait, Emmanuel Brisson. Vous ne pouvez pas mettre sur le même point une fessée qu'on fait une bêtise et un viol. Enfin, au bout d'un moment. Mais la répétition des fessées, ça crée des traumas. Physique et ça crée des traumatismes psychologiques durables. Moi, vous me parlez de fessées. Est-ce que j'en ai reçu ? J'en ai eu une dans ma vie, je crois, pour témoigner. Voilà, comme ça, on connaît l'état de mon postérieur. Non, mais ça m'est arrivé et je peux vous dire que c'est traumatique. Et c'est pas une bonne chose. Mais il y a d'autres façons d'éduquer un enfant. Moi, en tout cas, je pense que j'y parviens et sans violence. De toute façon, la notion de responsabilité, elle est quand même au cœur du débat. Mais ça n'enlève rien à ce que dit Emmanuel Brisson, en revanche, sur le fait que vous pouvez vous faire engueuler parce que vous avez fait une connerie. Oui, non, mais c'est la responsabilité derrière. D'engueuler un enfant. D'engueuler, bien sûr que si. Surtout pas. Il faut rien lui dire. Sinon, il va aller se plaindre. Mais comment responsabiliser ? Thomas Alexoser. Moi, j'ai eu un cas de violence d'un élève de collège sur un enseignant. Bon, il a été suspendu, exclu de l'établissement. J'ai convoqué l'enfant devant ses parents. Et j'ai dit que s'il renouvelait ce genre de comportement, j'en ferais un cas personnel. Et je lui ai présenté les officiers de police municipale en lui disant qu'on l'aurait à l'œil. Donc je pense qu'il y a des moyens de pédagogie et d'autorité sur les enfants, sur les adolescents qui posent problème, et que ça revient aussi à l'élu local parfois d'intervenir. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment trop de barrières aujourd'hui entre l'éducation nationale et le pouvoir local. Et on appelle avec David Lisnard à une refonte de la carte scolaire
scolaires et à une mise en place des autonomies dans les établissements scolaires pour avoir de véritables projets d'équipes, de collectifs qui dépassent les carcans de l'éducation nationale et de l'administration. Ce qu'il y a, c'est que on travaille sur la responsabilisation des élèves, mais on est obligé aujourd'hui d'aller travailler sur la responsabilisation des parents, puisqu'on voit bien que on l'a même constaté cet été avec l'affaire du canal Saint-Martin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des parents qui ne sont absolument pas lucides. Ce gamin, je ne sais plus quel âge il a, je vais 14, vérifier, 13 ans je crois, qui avait établi un péage. Merci, Hamza Ladouane, qui avait un pistolet à eau et qui faisait payer les passants s'ils voulaient pas être mouillés. Bon, ça peut faire sourire évidemment parce que ce n'est que de l'eau, mais en soi, ça dit long de ce que ça deviendra ensuite. Et puis, il a agressé une employée dans un McDonald's parce qu'elle avait pas mis assez de frites dans son menu. Et il était dehors toute la journée, ses parents, il faisait les vidéos sur les réseaux sociaux et ses parents avaient l'air très peu concernés et impliqués dans ce qu'il faisait. Et il finit donc par être interpellé par la police. Et quelle est la responsabilité judiciaire qui va être impliquée ? On se demande. Exactement. Oui. Enfin bon, je ne sais pas si Hamza Ladouane, c'est le scandale d'État que ça croit et si on devrait accorder à un sujet anecdotique l'importance qu'il y a. Là où je rejoins, c'est un jeune parmi les 66 millions de Français. Je pense pas l'importance médiatique qu'on a passée sur un jeune qui effectivement fait des choses qui sont pas bien et qui doit être recadré je n'ai aucun débat là-dessus. Mais bon, quand même en faire un débat national, ça me semble un peu disproportionné. Non, là, c'est juste une illustration. Louis Laridon, là où je peux rejoindre sur la carte scolaire, il y a un travail à faire sur cette carte scolaire. Il y a un travail à faire pour voir comment et où vont les enfants et comment on fait des écoles où on permette réellement d'expérimenter la mixité républicaine. Si la République doit traiter de manière égale chacun de ses enfants, il doit y avoir au sein de ces écoles des enfants de toutes les catégories sociales répartis également sur le territoire. Vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'un gamin comme ça, à un moment, les parents, il faut les sanctionner ? Vous nous faites un plan là, sur l'école, il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord avec vous. Il faut plus d'égalité à l'école, plus d'équité dans les droits, machin, etc. On est d'accord. C'est bien de le dire. Mais non, mais oui, c'est bien de le dire. Mais égalité, on parle, pardon, mais. Oui, vous avez raison aussi. Mais en tout cas, moi, je suis pour l'égalité des chances et l'équité des droits. On peut pas tous avoir les mêmes droits, c'est pas possible. En tout cas, je vais vous répondre. Non, je suis pas pour qu'on mette des amendes aux parents des enfants qui. Voilà, parce que ça, c'est le débat. Je l'ai dit dès le début. Je suis contre cette mesure. On peut pas impliquer la responsabilité pénale d'un parent si son gamin fait une connerie. Ça dépend déjà. Ça dépend de la bêtise. Tout de même. On peut insulter suspendre les allocations, couper, faire payer une amende à des enfants qui ont des problèmes. Mais non, on peut pas insulter un prof. Mais la question c'est est-ce que ça va. Est-ce qu'on traite le symptôme ou est-ce qu'on traite la cause ? Est-ce qu'on peut frapper un prof ? Non, on peut pas trapper un professeur. À un moment, qui est responsable dans ces cas-là ? Si le gamin, il comprend pas, si on lui met une heure de colle, qu'il ne la fait pas, qu'il est dans je m'en foutiste, que les parents l'accompagnent pas. Si votre enfant se met à taper un professeur pour quelque raison que ce soit, est-ce que c'est vous qui êtes entièrement responsabilité ou est-ce que la question c'est comment on fait pour que cet enfant ne frappe plus jamais personne ? Louis, vous n'êtes pas encore papa, j'imagine. Non, pas encore. Voilà. Bon, moi je vous garantis. C'est déjà pas mal. Moi je vous garantis que ma fille fait une connerie, mais je laisse pas passer. C'est pas possible. Je vous dis pas de laisser passer. Du coup, si vous n'avez pas le droit d'être un peu violent. Je la moralise. Je vous dis pas de laisser passer. Je vous dis, est-ce que cette amende va aider un enfant à ne plus commettre d'erreurs ? C'est la même question que la justice. La justice, soit elle est punitive, soit elle est réhabilitative. Moi je dis pas que l'amende c'est la solution. Je dis que il faut réhabiliter. Est-ce qu'il n'y a pas des méthodes là où on doit impliquer davantage les parents ? Ça peut être une amende, ça peut être un prélèvement comme le disait Thomas Alexhauser sur les allocations familiales. Les travaux d'intérêt général en fait. Il faut les travaux d'intérêt général. Pourquoi pas suffisamment utilisés. Plus les parents d'envie de l'école, oui. Oui, mais c'est des bonnes mesures, c'est pas une amende. Ça, c'est de la responsabilisation. Je veux dire que ce soit pour l'enfant, que ce soit pour les parents. Et ça permettrait aussi, il y a nombre d'élus qui commencent à l'utiliser quand ils peuvent aller jusqu'au bout. Et ça permet vraiment une conscientisation. Thomas Alexauser. J'ai eu un cas chez moi de bar mitzvah. C'est un nouveau jeu à la con qui vise à rouler sur les ronds-points la nuit à travers ronds-points. Comment vous dites ? Oui. Bar mitzvah. Bar mitzvah. Alors je connaissais pour autre chose, mais pas pour ça. Et donc c'est le nom qui est mis sur TikTok et c'est le nom d'une chanson de rap. Donc on roule à pleine balle la nuit. On a trouvé le jeune qui était mis en cause. Il s'est dénoncé suite au fait qu'on ait réagi. Mais j'ai demandé au procureur l'autorisation de lui faire des travaux d'intérêt généraux sur la commune. Ça fait 4 mois. J'ai toujours pas d'accord. Alors que le jeune avait eu la démarche de venir et de se présenter au poste de police, malheureusement, j'ai toujours pas pu le sanctionner par des travaux d'intérêt généraux. Et je trouve en effet que c'est une bonne mesure, mais qui n'est pas suffisamment mise en place, de donner au maire un pouvoir supplémentaire de police pour qu'il puisse adapter des sanctions au plan local. Emmanuel Brisson, vous êtes favorable, vous, à des travaux d'intérêt général ?
Moi, je trouve que tout ceci ne sert absolument à rien. Moi, je pense que c'est aux parents d'éduquer leurs enfants. Et au bout d'un moment, il faut arrêter de demander à l'État de résoudre tous les maux de la société, quoi. Oui, mais à un moment, quand vous n'avez plus les solutions, il faut... Non, mais quand on n'a plus les solutions, ça suffit. Enfin, à un moment, ça marchait très bien quand les parents éduquaient leurs gosses, quoi. Enfin, je suis désolée, là aujourd'hui on fait des enfants, on leur donne un téléphone portable. Oui, mais on voit bien que les parents sont démunis, on leur ils le donne font un plus. téléphone portable, on leur fait plus faire les devoirs et en fait on laisse des enfants complètement à l'abandon. C'est ça la réalité. Donc, on a une génération qui est individualiste et qui a fait des gosses pour faire des gosses. Est-ce qu'on peut mettre une infraction pour un enfant qui met le bazar à l'école ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un délit ? Est-ce qu'on peut pénaliser la chose ? Est-ce qu'on met des travaux d'intérêt général ? Écoutez, tout ceci c'est des petites mesurettes. L'importance aujourd'hui... Mais regardez, Thomas, il vous dit qu'il peut même pas condamner ce gamin et lui mettre une peine de travaux d'intérêt général. À l'époque, l'élève avait peur du professeur, d'accord ? Oui. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on n'a plus peur de rien en France. Ça, mais non, mais j'entends ce que aujourd'hui, vous un dites, délinquant, Emmanuel. il a plus peur d'un policier. Un élève, il a plus peur d'un professeur. Parlez dans le micro, on vous entend pas. Non, mais au bout d'un moment, c'est l'autorité le problème. Oui. C'est tout. Eh bien, laissez les gens faire leur boulot. Laissez le policier arrêter le délinquant et laissez le professeur mettre l'élève au fond de la classe et l'humilier devant tout le monde. Croyez-moi qu'après, il va pas recommencer. Et arrêtez de dire non, parce que c'est bon. Moi, j'en peux plus de la gauche moralisatrice là depuis des années qui nous dit qu'il faut plus rien faire, qu'il est interdit d'interdire, ça vous l'avez oublié. Maintenant, on peut. Mais vraiment, c'est insupportable en fait. À l'époque, ça marchait très bien. Alors, moi, je suis pas de gauche, Emmanuel, et je fais juste attention aux mots. Et le mot humiliation. Le centre et la gauche, c'est un peu pareil. Non, mais moi, je suis pas politique, mais le mot humiliation pour les enfants n'est pas un mot à attribuer dans le cadre de sanctions. Infiniment d'être venues toutes les deux. J'adore parce que vous êtes toujours très investis, très passionnés. C'est ça qu'on aime aussi dans nos débats. On peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'on se respecte et puis malgré tout, vous savez le faire avec respect et avec classe. Merci Emmanuel Brisson, vous êtes présidente de Vivement Demain. Merci Magali Vicenne, vous êtes communicante politique. Merci Louis Laridon, vous êtes secrétaire national des jeunes socialistes et aussi adjoint au maire de Cergy. Merci Thomas Alexhauser, vous secrétaire général des centristes et puis conseiller départemental dans l'Eure. Je vous remercie infiniment tous les quatre d'être venus autour de cette table. On vous retrouve très vite, je l'espère, à partir de la rentrée. Et puis nous, ça continue sur Sud Radio le 10h-13h avec Clément Barguin qui va arriver autour de cette table très gentiment. On va recevoir le maire de la commune de Pomas qui a été sinistré hier par cette tornade soudaine. Et puis dans notre face-à-face, Arnaud Péricard sera notre invité dans un instant. Et puis vous réagissez au 0826 300 300 pour la radio libre. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio.